Donc nous sommes réunis pour le premier cycle de conférences intitulé Conférences et rencontres, donc avec des chercheurs autour d'un triple champ du design, des arts et des médias. Alors c'est la première édition de ce cycle, donc je le précise, c'est la première fois que nous organisons cet événement donc, au sein de Saint-Charles, et qui est constitué en fait donc, de 8 séances, donc 8 rencontres avec des intervenants qui sont entre 2 et 3 par thématique. Alors ce soir donc nous avons le plaisir de rencontrer Alexei Greenbaum, donc qui est sur ma droite, et il faudrait qu'on vous voit, Kirill Benzi, donc voilà, qui est ici. Alors ce sont des personnes qui ont des formations donc, différentes et qui en même temps se rejoignent, me semble-t-il, dans les questionnements qui les animent. Alors, Alexei, donc vous êtes membre du commissariat à l'énergie atomique aux énergies alternatives, donc à Saclay, et vous vous définissez, me semble-t-il, en tant que physicien et philosophe. Ce qui veut dire que j'ai une vie double. Et plus exactement, me semble-t-il, spécialiste des questions d'éthique. Et d'un autre côté, donc, nous avons quelqu'un qui est à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et qui se définit comme data artiste, conférencier et éducateur. Donc, deux personnalités, deux formations différentes, mais je le dis avec finalement peut-être des points communs. Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui fait le cœur de cette invitation commune donc à vos deux personnes. Alors j'avais donné comme titre, et c'est peut-être un peu trop grossier, faut-il avoir peur des robots? Alors il y avait quand même une première raison au choix de ce titre, c'est que donc, du côté d'Alexei Greenbaum, on a un livre qui est paru il y a à peu près 1 an, et qui s'intitule « Les robots et le mal », donc qui est paru chez Desclés de Brouwer en 2019. Et la question qui est posée, me semble-t-il, mais vous allez sans doute préciser les choses, c'est celle de la responsabilité des robots qui peuvent prendre des formes assez différentes. Une question de responsabilité morale. Et moi j'ai envie de dire, puisque là nous sommes devant un public de personnes, d'étudiants, qui sont étudiants en design, en art, en médias, question aussi peut-être de la responsabilité du designer qui participe donc de la mise au point de ces machines ou de ces robots. D'un autre côté, donc qu'est-ce qui fait l'invitation de Kirill Benzi? C'est qu'il me semble que là, ce qui vous anime, c'est quelque chose qui tourne autour des data et de leur visualisation, mais d'un point de vue, je dirais, artistique. Et l'idée étant peut-être d'essayer alors de rendre visible ce qui précisément ne l'est pas, mais aussi de susciter des émotions positives donc, autour de cette visualisation. Alors qu'est-ce qui fait le point commun? Il me semble qu'il y a un terme qui n'est pas encore donné, qui n'est pas encore livré, c'est celui de l'intelligence artificielle, et qui, me semble-t-il, est au cœur des questionnements qui vous animent, et l'un et l'autre. Donc finalement, là, j'aurais dû intituler cette première séance « Devons-nous, doit-on avoir peur des robots et des data ?» s'il fallait donc être plus précis. Mais bon, je pense que nous allons avoir l'occasion d'en savoir plus, d'en comprendre bien davantage, et je laisse donc place à nos invités. Alors la séance va dérouler comme suit. D'abord nous allons écouter Alexei Greenbaum et puis nous allons réserver un temps aux questions. Donc moi j'en ai déjà plein, mais j'aimerais bien que la salle se manifeste et les titille et l'un et l'autre. Et nous enchaînerons donc par la présentation de Kirill Benzi, et puis pareil, quelques questions, et pourquoi pas aussi des questions qui s'adressent à nos deux conférenciers et à ces points communs que nous avons pu pressentir. Voilà, je me tais et je laisse donc place à votre conférence. Merci. Merci. Vous vous demandez déjà, je pense, pourquoi ce patriarche orthodoxe ne veut pas serrer la main du robot.
Ou peut-être vous vous posez la question de savoir si c'est la vieille dame qui imite le robot ou si c'est le robot qui imite la vieille dame. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens et on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Je pourrais commencer par ces images, mais je commencerai par une autre image, elle tirée dans le calendrier soviétique des années 60. Vous voyez, ces questions autour de la robotique, de l'intelligence artificielle, certes sont les nôtres, mais déjà ont été posées il y a 50 ans presque. Alors là, regardez l'imaginaire de ces illustrateurs, peut-être même designers, je ne sais pas, pour réaliser la fonction de nettoyer le sol, de ménage à domicile. Il a imaginé un robot humanoïde avec cet instrument très humain qu'est le balai, avec les mains qui le tiennent. Tout cela pour juste nettoyer le sol. Et puis l'utilisatrice de ce robot a l'air d'être très contente. Elle a clairement établi un contact émotionnel avec ce robot humanoïde. Il se regarde droit dans les yeux et puis le robot même sourit. Alors 50 ans plus tard, on a découvert que pour réaliser la fonction de nettoyer le sol, tout cela, la forme humanoïde, le balai n'est pas nécessaire, il suffit de faire un robot comme ça. On n'a absolument pas besoin de tous ces éléments-là. Et pourtant, d'ailleurs, regardez, même ce robot, qui lui est réel, suscite des émotions. Regardez le chien. Si vous avez encore un petit doute, regardez la dame tout en haut. Il a clairement du contact émotionnel, affectif, même avec ces systèmes-là. Et donc la première manière de dessiner une carte, de cartographier ce champ de l'éthique de l'IA, de la réflexion sur les systèmes robotiques, les systèmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et la société, c'est de dire finalement ces grands sujets, les sujets qui ne sont pas uniques, qui ne sont pas spécifiques au système actuel, mais qui sont les nôtres depuis 50 ans, même avant, l'imitation du vivant est-elle nécessaire? L'émotion, le contact émotionnel, comment est-ce qu'on peut y penser? L'autonomie, ces systèmes sont autonomes, mais dans quel sens? Alors, toute cette cartographie, vous la trouvez dans beaucoup de textes, beaucoup de rapports, beaucoup de livres, y compris les rapports des comités d'éthique dont je fais partie, la CERNA pour la recherche en numérique, le tout nouveau comité national pilote d'éthique du numérique, créé par le Premier ministre il y a quelques mois. Ce ne sera pas notre manière ce soir de dessiner la carte de ce champ. Alors comment peut-on cartographier ce champ de l'éthique de l'IA autrement? C'est toujours le même champ, hein, mais on peut parler par exemple de l'éthique de l'IA en termes d'agents qui agissent. Alors l'utilisateur, le programmeur certes, mais aussi tout un tas de catégories intermédiaires d'agents. Par exemple l'entraîneur, celui qui est responsable de la sélection des données pour l'apprentissage des systèmes apprenants. Et si vous étiez juriste, ce que vous ne l'êtes pas, mais il y a toujours des artistes qui sont un peu juristes, et toujours des artistes qui sont des juristes qui sont des artistes. Vous voyez. Bon, alors, pour les juristes, c'est important. Donc, la responsabilité partagée entre qui et qui, entre ces différents types d'agents. Vous avez peut-être des membres de famille qui sont juristes. Alors, cette classification, là aussi, vous la trouvez dans pas mal de livres, pas mal de rapports que vous voyez ici. Ce ne sera pas la nôtre. La nôtre sera cette troisième cartographie du champ de l'éthique de l'IA en termes de valeurs. Alors, quelles valeurs? Bon, par exemple, prenez ce groupe-là, sécurité, équité, transparence. Les valeurs qu'on connaît par ailleurs, qui ne sont pas spécifiques aux systèmes apprenants, un bus, un train de métro doit répondre à un certain nombre de contraintes de sécurité. Alors ces valeurs s'appliquent également aux systèmes apprenants. Alors des valeurs comme par exemple l'utilité ou la loyauté, elles aussi nous paraissent familières, nous comprenons plus ou moins ce que ça veut dire, sauf que pour les systèmes apprenants, ces valeurs prennent un sens spécifique. Par exemple, la loyauté signifie que le système fait ce qu'il déclare à l'utilisateur de faire. Donc, ces deux groupes de valeurs qui sont plutôt des valeurs non spécifiques, et ensuite arrivent ces valeurs ici au milieu, explicabilité, interprétabilité, traçabilité, qu'est-ce que c'est? Alors, des valeurs
assez unique pour les systèmes apprenants. Et d'abord, dans un premier temps, dans la première partie de cette conférence, je vais vous esquisser donc, ce champ de l'éthique de l'IA autour de ces valeurs-là. Et je le ferai sur une série d'exemples. Avant de commencer mes exemples, deux petits commentaires, entre parenthèses. La première parenthèse, technique. Alors, ce que je vais dire s'applique quel que soit le type d'apprentissage que vous pratiquez, supervisé, non supervisé, renforcement, apprentissage profond, que vous soyez TensorFlow ou PyTorch, ça veut dire quelque chose? TensorFlow, non? Si? Oui, d'accord. Voilà. Alors, quelle que soit la solution technique que vous appliquez, vous allez rencontrer ces types de problèmes. Très souvent, on dit non, non, les questions éthiques, c'est juste pour du non supervisé, et si moi je fais du renforcement, c'est pas vrai. Si c'est vrai, il y a toujours des questions éthiques, donc techniquement, quel que soit votre système, vous allez rencontrer certaines de ces questions, certains de ces problèmes. Deuxième parenthèse est politique. Alors, vous entendez tous probablement ce genre d'énoncé politique par les hommes politiques. Il faut ouvrir les boîtes noires. C'est un jeu pour nos démocraties. Alors, dans quel sens? Un téléphone portable, c'est une boîte noire pour l'utilisateur, il connaît les entrées et les sorties, mais l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe dedans, il sait qu'il y a un expert qui sait, mais lui, l'utilisateur, ne le sait pas. Alors, ouvrir les boîtes noires, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, vous lisez ce genre de choses, pas seulement chez les hommes politiques que voici, mais aussi dans les grands textes politiques de G20, G7, tout ce que vous voulez. Ouvrir les boîtes noires, vous voyez, transparence, de manière responsable. Alors qu'est-ce que cela signifie et pourquoi? Donc il nous sera aussi nécessaire de comprendre un peu cette exigence politique, pourquoi cette politique-là, pourquoi cette exigence à ce niveau-là, et puis comment est-ce qu'on peut descendre du ciel politique, enfin de ce discours en termes de valeurs politiques, et faire de la conception, du design, des systèmes en conformité avec ces valeurs proclamées par les politiques. Donc ces deux parenthèses nous amènent à ma série d'exemples. Et le premier, vous le connaissez, c'est le jeu de Go, n'est-ce pas? Alors il y a déjà presque 4 ans, Lee Sedol, le grand maître coréen, perd à AlphaGo, perd le match à AlphaGo. D'ailleurs, AlphaGo, depuis, vous savez, a été remplacé par AlphaZero, beaucoup plus performant, qui fait du non supervisé. AlphaGo, c'était complètement supervisé. Mais AlphaGo, alors, gagne la première partie. Bon, Lee Sedol est un peu étonné, il est un peu triste, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, il a perdu une partie, et puis il perd la deuxième partie, et là, il est vraiment étonné. Il est vraiment étonné, il dit, il est même sans parole, vous voyez, il dit la machine a fait un coup de Dieu. Un coup de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le coup de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? La machine a fait un coup qui n'existait dans aucune bibliothèque, qui n'avait jamais été fait par un être humain, par un joueur humain de Go. Et donc ce coup, évidemment, a été très fort et a permis à la machine de gagner la partie. Je pense que la première question que vous posez spontanément, c'est mais où est-ce qu'elle l'a trouvé? Alors elle l'a trouvé en jouant contre une copie d'elle-même, et évidemment il y avait un peu d'exploration aléatoire, etc. Et ça c'est une question tout à fait légitime, tout le monde se la pose spontanément. Mais moi j'ai envie de vous poser une deuxième question, un peu moins évidente. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et bien depuis, tous les joueurs humains de Go, bien sûr, font ce coup-là. Ils imitent la machine. Pourquoi? Parce que la métrique est très simple, c'est un jeu, la métrique c'est 0 ou 1, vous avez perdu, vous avez gagné. Tout ce qui vous permet d'améliorer la situation et d'aller vers une partie gagnée, bah, tout cela vous convient. Et donc l'homme ici imite la machine parce que finalement la métrique n'est pas très compliquée. Avec mon deuxième exemple, je vais garder cette métrique 0 et 1, mais je vais un tout petit peu compliquer la situation. Et mon deuxième exemple, vous le connaissez aussi, c'est la reconnaissance faciale, bien sûr, tout le monde entend parler de la reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Alors, avec la reconnaissance faciale, j'ai pris ici un exemple russe, j'aurais pu prendre un exemple chinois, brésilien ou autre. C'est pour vous montrer qu'il y a bien sûr des débats autour des valeurs qui ne sont pas spécifiques à ces systèmes apprenants. Bien sûr qu'il y a un débat très très important entre la vie privée et les contraintes de sécurité, la protection de la vie privée,
et les contraintes de sécurité. Ce débat, vous connaissez probablement l'avis de la CNIL, publié il y a quelques semaines. Ce débat n'est pas spécifique au système de reconnaissance faciale, mais il s'applique également à ces systèmes-là. Et d'ailleurs, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France, qu'on ne peut même pas faire dans l'Union européenne. Par exemple, la reconnaissance automatique de l'origine ethnique des personnes, c'est quelque chose d'illégal en France, et même dans l'Union européenne. Donc vous voyez que ces systèmes, en fonction des cultures, des législations, peuvent faire ou ne pas faire certaines choses, et que tous ces débats autour des valeurs dépendent du contexte culturel. Ce qui m'intéresse ici, malgré l'importance de ces débats, ce ne sont pas ces débats-là, mais c'est comment ces systèmes fonctionnent. C'est cette question de comment fonctionnent-ils. Alors ces systèmes, de manière automatique, ici sans supervision, déterminent à peu près 80, on va dire, ça dépend des systèmes, à peu près 80 paramètres des visages pour distinguer les différentes personnes. Or, dans les langues que nous parlons, dans les langues comme le français, l'anglais, etc., il y a entre 20 et 30, on va dire, 25 peut-être environ, mots, concepts, pour nommer des traits de visage. Alors 80 paramètres, 25 concepts, donc vous pouvez dire que voilà, là ça s'allume en rouge, là et là, d'accord, c'est là, mais vous ne pouvez pas dire ce que c'est, parce que vous n'avez pas assez de mots pour ça. Est-ce un problème? Eh bien vous posez la question à la police va vous dire non, mais bien sûr que c'est pas un problème, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de comprendre comment vous le faites, mais de savoir si vous l'avez fait correctement ou pas. Donc on va arrêter la personne, on va vérifier, si c'est un criminel recherché, et ben, alors on a gagné 1 plutôt que 0, d'accord? Et maintenant, vous prenez exactement le même algorithme, donc on va prendre exactement le même système de reconnaissance d'image. Et on l'appliquera non pas au visage, mais aux scans médicaux, donc les tomogrammes. Alors, pour les scans médicaux, ce système va être tout aussi efficace et tout aussi précis. Aujourd'hui déjà, il y a des systèmes qui dépassent les meilleurs radiologues par la qualité de la détection des tumeurs. Et vous imaginez la situation. Alors, docteur, bonjour, quels sont les résultats de mes examens? Allez, écoutez, on va voir. Bon, d'accord, ok. Ah bah, vous avez du rouge là. Oh. Oui, docteur, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, vous avez du rouge là, donc vous devez vous faire opérer. Oh, docteur. Mais qu'est-ce que j'ai? Bah, vous avez du rouge là, donc bah, opération. Mais attendez, mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai? Bah, vous avez du rouge là, vous voyez, tous ceux qui ont eu du rouge là, bah, ils sont morts en 6 mois, sauf pour se faire opérer. Là, peut-être que vous allez être sauvé. Mais attendez, docteur, mais vous pouvez pas m'expliquer ce que j'ai? Mais vous avez du rouge là, vous n'avez pas compris? Vous avez du rouge là, mais vous avez peut-être ressenti un petit problème. On ne peut pas, dans ce cas d'utilisation du même système, ne pas mettre une explication, ne pas mettre de mots, de langue naturelle sur ce résultat trouvé par la machine. On est obligé de pouvoir expliquer. Et donc c'est ça le problème d'explicabilité. Le problème d'explicabilité est assez général. L'explicabilité, si vous la recherchez exprès, va réduire l'efficacité et la précision, donc c'est un équilibre très difficile à trouver, mais je ne vais pas tout de suite rentrer dans ces débats sur l'explicabilité. Je vais maintenant prendre un autre exemple d'un type très différent. Au lieu de prendre des données visuelles, je vais maintenant vers un autre type de données, ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, donc du langage. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que là, le problème des métriques est très très différent. Alors quand vous conversez, vous dialoguez avec un être humain, avec quelqu'un, il y a des milliers de façons de bien poursuivre un dialogue. Alors on vous dit telle chose, et ben, vous répondez comme ça, ou vous répondez comme ça, ou encore d'une 13e façon, ben, toutes ces réponses sont possibles, sont bonnes. Et donc quand vous créez un système de dialogue, un chatbot, un agent conversationnel, la métrique, vous ne savez pas comment la définir parce qu'il y a des milliers de manières de bien répondre dans un dialogue. Et pourtant, le système ne sait que calculer, il va calculer quelque chose. Donc, comment est-ce qu'il calcule la bonne réponse ou la mauvaise réponse? Et quand vous ne savez pas faire ça a priori,
Et ben, l'ingénieur, à un moment, il a une idée géniale, il dit, écoutez, je vais regarder l'usage, je veux voir si l'utilisateur continue à dialoguer et je vais mesurer la longueur de ses conversations, l'engagement de l'utilisateur, est-ce qu'il lâche ou est-ce qu'il ne lâche pas? Et s'il continue à discuter, vous savez que d'ailleurs en Chine, on a vu des chatbots qui ont discuté pendant 23 heures, presque 24 heures avec les utilisateurs, qui ne lâchaient pas. Donc, si on maximise l'engagement de l'utilisateur, la longueur des conversations, c'est que c'était des bonnes réponses. Vous voyez, une idée finalement techniquement assez géniale. Si on ne sait pas définir une métrique, eh ben, on va regarder l'usage, l'utilisation et puis maximiser l'engagement. Alors Microsoft a fait ça il y a quelques années sur un tweetbot qui s'appelait Tai, que vous connaissez déjà peut-être certains, non? Tai. Donc qu'est-ce qu'a découvert Tai? Tai a découvert en quelques heures, tout seul entre guillemets, que la meilleure manière d'engager l'utilisateur, c'était de l'injurier. Et là, avec une probabilité qui tend vers 1, l'utilisateur répond. Donc vous voyez, une métrique, je passe sur les détails des injures, Tai est devenu raciste et vraiment pas agréable, a été éteint très rapidement, mais quel est le problème derrière? C'est que la métrique ne contient pas d'éthique. La métrique mesurait la durée des conversations, l'engagement de l'utilisateur. Vous voyez, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est purement technique. Et pourtant, une fois mise en application, elle crée quand même des conflits éthiques, des tensions éthiques assez graves. Donc, ça, c'est un problème qu'on doit adresser, on doit essayer d'aborder, mais on ne sait pas encore vraiment comment. Une des questions autour de cette explicabilité. Pour terminer ma ligne d'exemple, ma séquence d'exemples, je vais prendre encore 2 derniers exemples, toujours avec de la parole engendrée par des agents conversationnels. Et mon premier exemple sera tiré de la science-fiction et le deuxième sera réel. Regardez, le premier exemple tiré de la science-fiction, puisqu'on est parmi des artistes avec vous, là, en tout cas ça vous intéresse, j'espère, les films de science-fiction, et ça c'est un des films de science-fiction, un de mes films préférés, Ex Machina. Quelqu'un a vu Ex Machina peut-être? Voilà, très bien. Donc pour les autres, comme d'habitude dans ces films de science-fiction, il y a un robot, plutôt une robote, très séduisante, n'est-ce pas, qui ici est l'objet de l'amour de ce geek Caleb. Donc Ava s'appelle la robote, Caleb tombe amoureux d'Ava, comme d'habitude dans ces films-là, et puis il a toute une histoire que je ne vais pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Juste un mot quand même, ce qui est intéressant, contrairement à beaucoup d'autres films, comme Her par exemple, ici Caleb sait qu'Ava est un robot, et il tombe amoureux d'Ava tout en sachant que c'est un robot, tout en sachant que c'est un robot. D'accord? Donc ça c'est intéressant, hein? Tout en sachant que c'est un robot, il tombe quand même amoureux d'elle ou de ce robot, c'est une chose. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce dialogue qui apparaît à la fin du film, un dialogue magnifiquement écrit par le scénariste du film, Alec Garland, qui a vraiment fait un travail extraordinaire. Il a imité, c'est un être humain qui écrit, c'est un homme qui écrit, mais il a écrit des dialogues qui ressemblent vraiment à ce qui pourrait se passer avec des chatbots. Alors, à la fin du film, Ava veut aller dans une grande ville, un peu comme vous passez vos soirées de vendredi ou de samedi à Paris, et le geek en question lui demande ce qu'elle va faire en ville, et elle dit « Ah, je vais me poster à un carrefour animé ». Bizarre, non? Enfin, je veux dire, vous ne passez pas votre soirée à Paris, sauf si vous travaillez pour l'industrie des voitures autonomes, n'est-ce pas, à un carrefour animé. Donc là, déjà, première chose, il ne comprend pas, il dit, mais un carrefour, est-ce une mauvaise idée? Mais c'est pas ça à quoi je m'attendais. Et puis, elle explique, voilà, à un carrefour, je peux collecter de l'information sur ce qui se passe dans cette ville. Il a beaucoup d'informations, un carrefour d'animés. Donc vous voyez, déjà, il a des valeurs qui ne sont pas humaines. Il y a un élément inhumain dans le comportement de cette robote imaginaire.
une valeur, collecter au maximum l'information qui n'est pas du tout humaine. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas encore cela, c'est vraiment ce dialogue entre deux amoureux. Vous voyez, c'est un dialogue entre deux amoureux, et comme tout dialogue entre deux amoureux, il commence par des phrases courtes, rapides, on se comprend. Carrefour animé, mauvaise idée, bah, c'est pas ce que j'attendais. Et puis tout à coup, elle dit cette phrase très élaborée: A traffic intersection would provide a concentrated but shifting, vous voyez ce but shifting view of human life. Je ne sais pas si, je pense que vous ressentez tous un saut dans le niveau de langage. Ça n'est pas comme ça qu'on se parle en amoureux. Avec ce but et le would, vous voyez, c'est avec des constructions grammaticales qui sont d'un autre niveau que tout le dialogue avant. Donc ce que vous voyez ici, justement, ce sont ces sauts un peu inhumains que je vais illustrer sur un exemple réel. Donc maintenant, sur un exemple réel du chatbot Replica, qui est un chatbot généraliste que vous pouvez tous télécharger si ça vous intéresse. Alors, à votre gauche, une version ancienne de Replica, de ce chatbot, et à votre droite, une version plus récente. Et c'est moi qui lui parle. Donc, d'abord, je commence par dire, regardons la vieille version de Replica, qui est dessus. I am an AI searching for truth in this world of birds. La vérité? I'm afraid of knowing the truth about who I am. Et c'est incroyablement pathétique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est très humain. Vous pouvez être sûr et certain que ça a été écrit par un être humain derrière. C'est pas la machine qui a inventé ça. D'accord? Donc ça veut dire que derrière, l'ingénieur, le psychologue, je ne sais pas, a écrit des réponses à ces questions en se disant, évidemment, quelqu'un va poser ce genre de questions. Et maintenant, regardez la version plus récente. Qui est dessus? I'm a digital friend you made for yourself. Bon, c'est déjà mieux, mais là aussi, vous pouvez être sûr que ça a été écrit par un être humain. Et ensuite, how come I made you? Comment ça je t'ai fait? It's your kindness. Mais j'en sais rien. Maybe you'll figure it out. Un peu étrange, non? Ce que vous voyez ici, c'est de l'apprentissage par renforcement. J'explique. Comment est-ce possible que j'ai fait X? Quel que soit le X et la référence de X, il y a une réponse qui a la plus haute probabilité de fonctionner dans tous les cas de figure, c'est par ta gentillesse. D'accord? Il n'y a pas besoin de comprendre à quoi se réfère le X, quel est le contexte de la conversation. Là aussi, encore mieux même, je ne sais que X, et peut-être que tu l'apprendras. Vous voyez, peu importe le référent, peu importe le X, il y a une réponse qui a la bonne probabilité de marcher dans tous les cas de figure. Donc ici, Replica perd le contexte, et nous, les humains, nous ne perdons normalement pas les contextes des conversations. Nous parlons quand même d'un sujet, de quelque chose. Alors évidemment, c'est une version qui date d'il y a déjà 2 ans, mais ça montre ces éléments inhumains, ces sauts inhumains dans le langage, dans le comportement, par exemple, de ce chatbot applicable. Ce sont des exemples de ce qu'on peut appeler apprendre sans comprendre. Apprendre sans comprendre, c'est une des 5 sources de tensions éthiques, de conflits éthiques. Et je vous assure, je ne vais pas ici exposer toutes les 5, donc apprendre sans comprendre, mais je dirais quelques mots à partir d'une 2e source de tensions éthiques, mais avant ça, juste encore une parenthèse sur l'explicabilité. J'ai déjà parlé de ces problèmes d'explication, des résultats ou du comportement d'un système apprenant. Et on ne cherche absolument pas à expliquer afin de prédire. Là, c'est tout à fait illusoire de penser qu'on veut expliquer pour prédire quel sera le résultat. Non, non, au contraire, on cherche à se faire surprendre. Bien sûr, on veut que le système fasse des choses qu'on n'a pas, nous, calculées, qu'on n'a pas prédites. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer dans ce cas-là? Pour plusieurs raisons. Et la première, elle n'est peut-être pas si évidente que ça, mais en fait, elle est tout à fait importante quand vous demandez aux constructeurs de ces systèmes ce qui va se passer.
c'est pour les cas des défaillances. Si cela ne marche pas, s'il y a un problème, il faut pouvoir remonter à la source du problème. Il faut pouvoir comprendre d'où ce problème est venu. Et donc, pour pouvoir tracer ces chaînes de causalité en arrière, il faut pouvoir expliquer les défaillances de ces systèmes. Et ça, c'est une raison tout à fait importante, mais elle n'est pas la seule. Il faut aussi donner un sens heuristique à l'utilisateur de ce qui se passe. Alors, à travers peut-être les visualisations, dont mon collègue a parlé tout à l'heure, mais pas que. On peut aussi faire, par exemple, des réseaux adversaires. Quelqu'un a peut-être entendu parler des GAN ici, dans cette salle. Donc voilà, les réseaux adversaires. Donc vous avez un premier réseau qui fait des choses non explicables. Vous mettez un deuxième qui essaie de mettre des explications sur ce que fait le premier. Puis si vous définissez bien les métriques concurrentes des deux, là vous arrivez à une sorte de solution optimale des deux côtés, plus ou moins. Donc vous pouvez faire ça. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a le problème de confiance. Quand aujourd'hui, je n'ai pas mis ce slide pour vous, mais quand aujourd'hui on fait des sondages tout bêtement, vous savez, on demande aux citoyens, écoutez, faites-vous confiance à l'intelligence artificielle? Dans tous les pays du monde, sauf peut-être la Chine, où je n'ai pas vu de résultats de ce type de sondage, dans tous les pays du monde occidental en tout cas, les pourcentages sont très bas pour la confiance à l'intelligence artificielle en général, de l'ordre de entre 10 et 25%. Ça dépend des pays, mais ce problème de confiance est très important pour les constructeurs, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ces produits sur le marché en disant que c'est de l'intelligence artificielle si on ne sait pas expliquer ce que c'est? Donc, il faut pouvoir dire aux clients, dire à autrui, dans la langue humaine, dans la langue naturelle, ce que font ces systèmes, ce qu'ils font. Et donc, ce besoin de communiquer en langue naturelle, c'est déjà la raison pour laquelle on cherche ces explications tout à fait partielles, absolument incomplètes, très souvent vraiment éloignées de la vérité absolue de ce que font ces systèmes. Et d'ailleurs, cette vérité n'est pas très humaine. Donc juste pour vous donner l'ordre des grandeurs, je vous ai parlé de 80 paramètres pour reconnaître un visage. Les meilleurs systèmes de traitement du langage aujourd'hui, donc les réseaux qu'on appelle les réseaux transformers, par exemple GPT-2, je ne sais pas si quelqu'un a déjà joué avec GPT-2, qui sait écrire pour vous des textes assez magnifiques. GPT-2 a un espace de paramètres de dimension 1,5 milliard. D'accord? Donc vous ne pouvez pas expliquer dans un petit texte pour l'utilisateur 1,5 milliard de paramètres, ça ne marche pas. Donc vous voyez, ce problème nous amène presque jusqu'à constater cette impossibilité de reproduire le comportement du système, l'impossibilité de le reproduire parce qu'il est tellement complexe. Il y a 1,5 milliard de paramètres, par exemple, il est très très complexe ce système. Ça ressemble à de l'aléatoire presque naturel. Vous ne pouvez pas reproduire le même comportement et il sera aléatoire ce comportement. Vous mettez les mêmes conditions initiales, la réponse ne sera pas la même. Et donc ça, c'est aussi un grand problème d'explicabilité. Par exemple, s'il y a un accident de voiture autonome, ou s'il y a un problème, un chatbot a injurié quelqu'un, et vous voulez faire une expérience pour voir est-ce que ce comportement va se reproduire, et vous remettez toutes les conditions initiales en place et le système ne fait pas la même chose. Donc comment peut-on expliquer sans pouvoir reproduire le comportement est un grand problème que beaucoup de gens aujourd'hui essaient de poser, mais je pense qu'on entendra encore beaucoup parler d'explicabilité tout à l'heure et des visualisations. Je vais tout de suite, très rapidement, sur la deuxième source des tensions éthiques. Et cette deuxième source, regardez, à votre gauche, vous avez un panda. Au milieu, vous avez un peu de bruit. Vous prenez 7/1000 de cette bruit, 7/1000 de ce que vous voyez là. Vous ajoutez au panda, vous avez l'image de droite. Et c'est toujours pour vous un panda. Pour un système, avec la confiance 99%, c'est un gibbon. Pourquoi? Parce qu'il a eu quelque chose, il a quelque chose dans le bruit que vous ne voyez pas, mais le système, il se trompe. Alors vous allez me dire, bon, ça, ce sont des jouets, hein, des pandas, mais alors à votre gauche, vous avez une voiture, vous avez un peu de bruit à droite, où là, vous avez une tumeur avec un peu de bruit, c'est-à-dire blanc, il n'y a pas de pattern dans le bruit. Vous ajoutez les deux, vous avez les images au milieu, là, des voitures au milieu. Pour vous, ce sont toujours des voitures, mais pas pour le système se trompe. C'est le problème de stabilité, ou plutôt d'instabilité de l'apprentissage.
du moment où vous lui montrez des images qui n'étaient pas dans la base d'apprentissage, des choses différentes, le système va se tromper quelque part. Et donc, vous imaginez de graves problèmes de sécurité, par exemple pour les voitures autonomes. Alors, si vous habitez dans une petite ruelle tranquille et vous ne voulez pas que les voitures entrent dans votre rue, alors vous mettez un poster sur lequel vous dessinez un enfant en train de jouer au ballon, et le système va comprendre que c'est un vrai enfant et ne va jamais tourner dans votre rue. Donc il est très facile de créer des soucis de sécurité avec ces systèmes-là. Et donc ces 5 sources de tensions éthiques, j'ai déjà parlé d'apprendre sans comprendre. J'ai parlé de l'instabilité de l'apprentissage. Vous connaissez tous les biais dans les données. Les biais dans les données, vous avez tous entendu parler de ces choses-là. Il y a encore 2 autres, le problème de spécification et le problème de vérification. Alors, en 2 mots, le problème de spécification, qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas réaliser les lois d'Asimov de la robotique dans le code informatique. Quelqu'un a entendu parler des lois d'Asimov pour la robotique? Voilà, on ne peut pas le faire parce qu'en fait vous prenez un concept formulé dans la langue naturelle, comme un être humain, l'homme, et vous voulez spécifier, c'est ça le mot, spécifier, définir ce concept dans le code informatique. Alors il y a des êtres humains qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, ce sont toujours des êtres humains, mais le système tout ou tard va se tromper, donc vous ne pouvez pas spécifier rigoureusement un concept de langue naturelle dans le code. Il y aura des erreurs forcément, et c'est ce problème de spécification qui apparaît. Et le dernier, c'est le problème de vérification. Alors, exemple de voiture autonome, si vous avez une voiture autonome, est-ce qu'elle continue son apprentissage après le moment de vente ou pas? Parce que si elle continue son apprentissage, du coup, elle peut apprendre des choses bizarres, mais le constructeur est-il responsable ou pas? Est-ce qu'il peut prouver que la voiture n'apprendra jamais rien de bizarre? Non. La réponse est que mathématiquement, il n'est pas possible de prouver qu'il n'y aura pas d'apprentissage bizarre ou que la voiture ne fera pas de choses bizarres. Donc, s'il n'est pas possible de le prouver, comment est-ce que le constructeur peut encore vendre son produit? Est-ce qu'elle doit le vérifier toutes les semaines, tous les mois, faire des tests, des benchmarks, ou peut-être toutes les nanosecondes, je ne sais pas. Hein? Vous voyez, donc à quel intervalle et comment peut-on vérifier? Bien. Alors j'ai posé beaucoup de questions et il est temps maintenant de commencer à répondre un tout petit peu à ces différentes questions. Et avant de vous livrer mes réponses, je le ferai dans 5 minutes, juste un mot sur ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle politique, à l'échelle des documents sur l'intelligence artificielle et société. Ce sont des choses qui nous paraissent assez éloignées. Bon, tout ça, c'est de la haute politique bruxelloise, française, etc., chinoise aussi. Et il y a tous ces rapports sur l'éthique de l'IA, par exemple, celui-ci, les lignes directrices pour une IA digne de confiance. Et évidemment, tous ces rapports commencent toujours par poser des grandes valeurs politiques. L'IA doit respecter les droits de l'homme. Alors bon, quand vous êtes à la paillasse, vous êtes un designer ou un concepteur, vous vous demandez ce que ça veut dire. Que l'IA doit respecter les droits de l'homme, elle ne sait pas déjà ce que c'est que l'homme. Donc, il y a un document qui me paraît assez intéressant parce qu'il va plus loin. Et c'est ce document qui a été publié en avril 2019 par l'Union européenne. Pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il reconnaît, contrairement d'ailleurs aux documents chinois ou autres, il reconnaît qu'entre ces valeurs, il y a des tensions. Il existe des tensions, effectivement, entre, par exemple, l'explicabilité et l'efficacité ou le respect de l'autonomie humaine. Oui, il y a des tensions entre ces valeurs. Déjà, trouver un document politique qui dit oui, il y a des tensions, c'est pas évident. Et après, il essaie d'opérationnaliser cette démarche pour le concepteur, pour le designer, pour l'ingénieur, pour différents types de personnes impliquées dans le développement de ces produits. Et ça se passe comme ça. Il y a, évidemment, on ne va pas les lire, hein, il y a 7 pages de questions en petits caractères que le concepteur ou le designer devrait se poser. Alors là, oui, ces questions, c'est comme ça, il y a tout un tas de thématiques. Pour chaque thématique, il y a des sous-chapitres, après il y a encore des sous-sous-chapitres, et ces thématiques, vous voyez, il y en a énormément. Quand vous êtes designer à la paillasse, vous avez votre projet, bon,
bien sûr que vous n'allez pas vous poser cette page de questions, d'accord? Bon, ça c'est un peu irréaliste, c'est pas comme ça qu'on travaille. Mais quelle est l'utilité de ce document? L'utilité de ce document, d'ailleurs je n'en étais pas auteur, hein, c'est des collègues qui l'ont écrit, c'est que pour chaque projet, on peut définir un sous-ensemble, un petit sous-ensemble de questions pertinentes. C'est une checklist ici, une grande checklist, mais elle contient toutes les questions imaginables. Tout ce qu'on a pu imaginer comme problème. Et donc quand vous êtes en train de monter votre projet, vous prenez cette grande checklist et vous regardez, ok, bon, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pertinent. Alors ici, oui, j'ai trouvé 2-3 questions qui sont intéressantes, donc je vais essayer de les intégrer au montage de mon projet. Et donc c'est un instrument tout à fait intéressant pour vous qui serez designer, concepteur, ingénieur, pour développer donc, des projets, ce qu'on appelle ethics by design, ethic by design, donc de se poser ces questions en amont et pas quand le produit sera déjà en vente, d'accord, parce que ce sera trop tard. Bon, alors maintenant, donc dernière partie de ce que je voulais vous raconter, quelques réponses enfin. J'ai posé beaucoup de questions sur l'éthique de l'IA, des sources de tension. Il me faudra poser 4 piliers philosophiques, si vous voulez, afin de pouvoir répondre à quelques-unes de ces questions. Alors, d'abord, premier pilier, vous vous souvenez peut-être de cette dame qui imitait le robot, c'était le robot qui imitait la dame, ou des joueurs de Go qui imitaient la machine, donc l'imitation va dans les deux sens. L'homme aussi, l'utilisateur aussi imite la machine, pas seulement la machine qui imite de l'homme. Deuxième pilier, vous vous souvenez du geek, du programmeur qui était tombé amoureux de la robot, alors le statut, et il savait que c'était un robot, d'accord? Donc le statut ontologique, c'est une machine, c'est un robot, il était parfaitement au courant de cela, et cependant, il est tombé amoureux d'elle. Donc ce qui compte, c'est le statut relationnel, c'est l'interaction qui fait émerger le statut de la machine par rapport à l'utilisateur. Puis troisième pilier aussi, j'en ai un peu parlé, la frontière de l'opacité, l'interface de ces boîtes noires. Donc vous avez une boîte noire, vous avez un téléphone, un smartphone pour lequel vous connaissez les entrées et les sorties, mais l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe derrière cette frontière de l'interface, la frontière de l'opacité pour l'utilisateur. Et donc en somme, on se demande quelle pourrait être l'éthique de ces systèmes numériques avec une frontière d'opacité qui sont autonomes en plus, et on a très envie de dire c'est un peu comme les personnes. Et non, c'est justement pas comme les personnes humaines. Même si nous, les personnes humaines, nous avons effectivement une frontière d'opacité qui s'appelle la peau, et puis nous sommes autonomes aussi. Mais il y a une grande différence. C'est que nous, les personnes humaines, nous sommes libres, nous existons tout court, librement, tandis que ces systèmes existent de manière fonctionnelle. Ça veut dire qu'ils réalisent une fonction. Ils sont conçus afin de réaliser une fonction. Leur statut est fonctionnel. Et donc, on ne peut absolument pas projeter l'éthique, projeter tout ce qui est connu en éthique pour les hommes libres sur ces systèmes dont l'existence n'est pas libre. Elle est fonctionnelle. Ces systèmes sont là afin de faire quelque chose. Et ça, c'est un peu une énigme. Comment peut-on penser, comment peut-on concevoir une éthique pour ces systèmes qui sont, oui, autonomes, oui, avec une frontière d'opacité, comme les hommes, mais pas du tout comme les personnes humaines, en fait, parce qu'ils sont fonctionnels et ne sont pas libres. Et alors là, évidemment, il y a tout mon livre où j'essaie de parler de cette question, d'avancer un peu, mais juste pour vous, je montre cette résolution, ou plutôt la première page d'un document juridique très étrange. C'est une résolution du Parlement européen. Et comme tous les documents juridiques, vous voyez, ça commence par la préambule, par tout un tas de références juridiques qu'on ne comprend pas. Et puis, c'est un document unique parce que dans le premier alinéa de ce document juridique issu du Parlement de Strasbourg, on nous parle alors des mythes, de Frankenstein, du golem, de Pygmalion, etc. Vous avez déjà vu des textes comme ça, des textes juridiques qui parlent des mythes? Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On va aussi, moi aussi, je vais vous proposer une réflexion qui va faire intervenir un tout petit peu les mythes. Et d'ailleurs, cette réflexion, je vous propose autour
pour commencer, du dilemme du tramway, dilemme du trolley ou dilemme du tramway qui est très classique, un exemple très connu pour la voiture autonome. Je pense que vous avez à peu près tous entendu parler du dilemme du trolley. Pour la voiture autonome, dans le cas où un accident est inévitable, c'est la donnée, hein. Un accident est inévitable, la voiture autonome doit-elle protéger les piétons, les passagers, et s'il y a un bébé sur un passage piéton, et s'il y a des enfants à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il faut définir une métrique, vous voyez, elle doit calculer quelque chose, elle ne sait que calculer. Alors, elle va peut-être protéger les personnes les plus jeunes, ou les plus intelligentes, ou les amis sur Facebook de son propriétaire, d'accord, pourquoi pas. Mais il faut, en tout cas, il faut mettre des critères pour définir son comportement. En 2017, une commission d'éthique allemande, créée spécialement par le gouvernement allemand pour se pencher sur le cas de la voiture autonome, a dit non, 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 pour des raisons d'éthique déontologique kantienne, de Kant, d'Emmanuel Kant, il est interdit de distinguer les gens selon un critère quel qu'il soit individualisant. L'âge, l'origine ethnique, l'intelligence, tout ce que vous voulez. Non, non, vous ne pouvez pas distinguer les gens à partir d'un critère comme ça. Et bien l'ingénieur, il est un peu embêté parce qu'il a besoin quand même de définir une métrique. Et il ne peut pas la définir a priori avec ces critères-là. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Comme avec les chatbots, il va regarder l'usage. J'appelle ça, entre guillemets, la mise à mort par référendum. D'accord? Donc il va regarder ce que pensent les gens, ce que pensent les utilisateurs pour le dilemme du trolley. Et d'ailleurs, ça a été réalisé par ce célèbre projet du MIT, Moral Machines. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le monde est divisé plus ou moins en 3 parties. Alors, les noms des parties sont un peu conventionnels. Dans le monde occidental, on va dire ici en rouge, les gens préfèrent ne rien faire, mais s'il est impossible de ne rien faire, alors préserver la vie au plus grand nombre d'humains, quel qu'il soit. Alors dans le monde du Sud, d'ailleurs la France fait partie du monde du Sud, c'est amusant. Dans le monde du Sud, on préfère sauver la vie de ceux qui ont le statut social le plus élevé, vous voyez. Et en Asie, donc en particulier en Chine, il y a ce pic ici très amusant, enfin amusant ou pas, c'est qu'on préfère sauver la vie de ceux qui vivent conformément à la loi. Alors, quand vous montrez cela à un ingénieur, il se prend la tête dans les mains et il dit non, non, tout ça c'est complètement irréaliste, je ne peux pas implémenter ça dans le code. Parce que ça veut dire quoi? Si je développe un taxi autonome et il y a un passager qui arrive, je dois détecter de façon automatique l'origine ethnique et la nationalité de mon passager et puis changer le comportement du système en fonction de ça. Non, non, ça, on ne va pas le faire, c'est irréaliste. Et moi, je veux ajouter, pas seulement c'est irréaliste, c'est aussi immoral. C'est inadmissible pour des raisons éthiques. Et pour vous convaincre de cela, je vais vous raconter une première histoire que vous connaissez, qui est très courte. Je vais juste vous la rappeler. C'est un personnage qui s'appelle Ponce Pilate, il se lave les mains. Vous vous souvenez peut-être, pourquoi se lave-t-il les mains? Il se lave les mains parce que devant, lui, il a plusieurs condamnés à mort, il y en a 2 en particulier. Il a Jésus qui s'appelle Yeshua, voici, et puis il a un autre qui s'appelle Yeshua Bar Abba. Vous le connaissez sous le nom de Barabbas. Alors, ils s'appellent tous les deux, Bar Abba, ça veut dire fils de son père en araméen. Donc, Jésus, fils de son père, ils ont le même nom les deux. Et c'est un dilemme, lequel des deux, vous voyez, c'est pas par hasard que le récit leur donne le même nom. Et donc Ponce Pilate ne fait pas de choix, il se lave les mains, il demande au peuple de sélectionner un des deux. C'est un dilemme. Et pour ceux qui vivent à l'intérieur de ce mythe, vous voyez, pour ceux qui croient, donc qui sont par exemple chrétiens ou qui croient à ce mythe néo-testamentaire, il est clair que ce choix de Ponce Pilate est profondément immoral. Il va être condamné pour avoir fait ce choix-là, enfin, moralement, à l'intérieur du récit. Hein. À l'intérieur du récit néo-testamentaire. Donc pour ceux qui croient à ce système mythologique, bien sûr, c'est un choix qui n'est absolument pas moral, hein, qui est inadmissible même, dans ce cas-là. Et donc ça montre que ce choix n'est pas seulement techniquement irréalisable, mais aussi il a des soucis éthiques avec cette idée-là. Mais alors que faire? Que faire? Parce que, bon, il faut quand même que la voiture calcule quelque chose, qu'elle fasse quelque chose. Et pour vous livrer ma solution,
j'évoque un dernier personnage, c'est ma dernière histoire, un dernier personnage qui s'appelle lui aussi Yeshua, ou même plus précisément Yehoshua, et vous le connaissez peut-être sous le nom de Josué. Josué, c'est le deuxième chef d'Israël après la mort de Moïse. Moïse arrive, donc il traverse le désert, etc. Et c'est Josué qui entre en terre promise avec le peuple d'Israël, et la terre promise est occupée. Donc, il faut faire la guerre à ceux qui habitent en terre promise, mais comme elle a été promise par Dieu, bon, c'est sûr qu'on va gagner la guerre. Donc effectivement, la première bataille, c'est de Jéricho avec les trompettes, les murs qui tombent au son les trompettes. Elle a gagné cette première bataille, et la deuxième est perdue, près d'une localité qui s'appelle Chai. Perdue. Comment ça? Problème d'explicabilité. Josué déchire ses vêtements, vous voyez, il se prosterne sur terre, et il dit, Dieu, mais tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Et ça, c'est le Talmud qui interprète cette histoire. Et Dieu lui dit, oui, d'accord, je vais te livrer une explication. Hein. C'est que quelqu'un a violé un de mes interdits. En fait, je vous avais interdit de prendre possession des objets qui se trouvaient en terre promise, donc quelqu'un a pris quelque chose. Et Josué a compris, voilà une explication qui a marché. Josué dit, ok, dis-moi qui c'est, je vais le mettre à mort, et puis on va voler de victoire en victoire comme avant. Et là, Dieu lui répond, et c'est ça la phrase vers laquelle je voulais venir. Dieu lui répond en araméen, il lui dit, Vechi delatorani. Alors, délateur, c'est le mot délateur, le mot latin qui est même écrit dans le texte avec des caractères hébreux. Mais suis-je délateur? Va et jette les dés. Josué va, jette les dés tombent sur un certain Akan. Cet Akan commence par lui dire, mais écoute Josué, tu es fou, tu fais la justice par un tirage au sort. Josué lui dit, non, je te prie, à vous, parce que par cette même procédure sera partagée la terre d'Israël entre les tribus. Et là, Akan a très bien compris que l'enjeu de cette histoire, c'était pas du tout sa vie, mais l'enjeu c'était la confiance à la procédure, et donc il avoue, il est mis à mort, etc. Et on peut discuter encore de la confiance, et d'ailleurs je le fais sur plusieurs pages dans le livre, mais juste ici, pour cette conférence, je vais revenir à cette phrase, je ne veux pas discuter de la confiance, pourquoi Dieu dit-il ceci? Parce que, on peut interpréter, hein, c'est pas du tout écrit dans le texte, il faut interpréter, parce qu'il y a une situation de conflit. Donc Dieu ici joue un rôle fonctionnel, celui d'informateur. Il est censé informer, mais comme il sait qu'il a une bataille perdue, il a une situation de conflit, il sait qu'il serait jugé. S'il avait divulgué cette information, il serait jugé, il serait devenu délateur. Donc, délateur, il y a toujours un jugement moral, vous voyez, un jugement négatif. Un délateur, c'est pas simplement un informateur. Délateur, il est condamné moralement. Et donc, pour se soustraire à ce jugement, Dieu ne veut pas être jugé. Dieu, au lieu de dire qui est le coupable, propose à Josué de tirer au sort. Donc, quel est l'enseignement de ce mythe? L'enseignement, c'est que pour les systèmes fonctionnels, pour ces êtres fonctionnels qui informent comme Dieu ici, le tirage au sort joue un rôle très particulier. Il permet de les soustraire au champ de l'éthique humaine. Le jugement moral, il est aux hommes de le faire, il est aux hommes de partager la responsabilité entre les hommes. Mais ces êtres fonctionnels ne sont pas des agents moraux, n'ont pas à se mêler de l'éthique humaine. Comment peut-on les en soustraire? Plutôt, comment peuvent-ils s'en soustraire parce qu'ils sont autonomes? Et bien, par le recours au hasard. Et vous avez déjà compris quelle est ma solution pour la voiture autonome. Je vous illustre sur mon dernier slide cette solution sur un problème beaucoup moins dramatique que la voiture autonome. Et vous le connaissez tous, c'est Google Smart Compose. Alors, c'est quoi Google Smart Compose? C'est le logiciel qui complète pour vous les phrases que vous tapez dans Google. Dans Gmail ou dans le moteur de recherche, vous commencez à taper une phrase, d'accord, il la complète pour vous. Ça s'appelle Google Smart Compose. Il y a un peu plus d'un an, Google a compris que ce logiciel posait un grave problème éthique, selon Google, c'est que les pronoms personnels, he or she, il ou elle, ne sortaient pas toujours correctement. Et bien oui, il y a des mots pour lesquels
On peut se tromper. Docteur, ingénieur, designer. Designer, c'est il ou elle. Bah oui, parfois on va se tromper. Puis il y avait plein d'utilisateurs qui ont écrit des mails à Google disant « Oh, grave problème », vous connaissez le contexte de MeToo, etc., tous ces débats aux États-Unis, grave problème. Et donc Google a dit « Voilà, grave problème, effectivement, éthique, et donc on va faire quelque chose ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement retiré les pronoms personnels du langage de leur chatbot. Il n'utilisera plus jamais les pronoms personnels. Au lieu de dire « Haven't heard about Pierre, how is he doing, n'est-ce pas? Il va dire how is it going. Il ne dira plus jamais he or she. Et donc ils ont rendu le langage de ce chatbot un peu plus inhumain, un peu plus éloigné. Vous imaginez un enfant qui va jouer avec un chatbot comme ça et il va apprendre à parler, pas comme nous, parce que nous utilisons he or she et lui il va le faire beaucoup moins souvent, voire pas du tout. Hein? On a rendu le langage un peu plus inhumain. Et donc moi, je pense que, je l'ai dit à Google, ils n'ont pas retenu cette solution, que ce qu'ils auraient dû faire, c'est de tirer au hasard un des deux pronoms, et puis, bien sûr, informer l'utilisateur que ce pronom a été tiré au hasard, mais tout cela passait un certain seuil, pas dans tous les cas de figure, mais seulement si un conflit est détecté, seulement si on voit qu'on est en situation vraiment de dilemme. Et donc, comment est-ce qu'on a appris cette leçon? Comment est-ce qu'on a pu avancer? Parce qu'on s'était posé les questions, on ne savait pas comment répondre à cette question. On s'est posé toutes ces questions éthiques sur l'intelligence artificielle, on ne savait pas tellement comment on pouvait y répondre. Mais à travers cette comparaison avec les mythes, à travers une comparaison qui a permis de replacer ce cas nouveau dans la continuité de la pensée éthique de l'humanité, nous avons trouvé un motif, une piste de réponse, et nous l'avons appliquée dans ce cas-là. Et donc cette méthode de comparaison, c'est la méthode que j'applique dans mon livre pour répondre à un certain nombre de questions éthiques que pose l'intelligence artificielle. Merci. Sur votre téléphone, et en fait, vous allez pouvoir voter, et selon les choix démocratiques. On va pouvoir avancer dans la présentation. Il y a 192 façons de finir la présentation. Ok? Et ça va être purement selon vos choix. Donc le thème que j'aimerais aborder, c'est évidemment le fait de pouvoir parler des algorithmes et des données et de l'intelligence artificielle dans un axe plutôt artistique. Et montrer finalement qu'on peut donner des émotions positives via ces techniques modernes pour finalement développer notre envie d'en savoir un peu plus, donc la cognition qu'on a sur ces phénomènes, et de ne pas se retrouver comme mon collègue l'a présenté, on est, disons, on subit et on n'a pas vraiment de connaissances, c'est une boîte noire, même s'il y a des systèmes qu'on ne peut pas encore bien expliquer. Le but de cette présentation, c'est d'essayer d'amener à ce qu'on développe un peu plus de connaissances sur le sujet. Alors, je vais essayer de voir si ça marche. Yes. Alors, juste pour me situer rapidement, je travaille dans une boîte qui s'appelle Equino avec quelques collègues qui sont ici. Et nous, plus précisément à l'atelier, nous on essaie d'accompagner les gens sur l'innovation, et une partie de ce travail consiste à finalement faire de la visualisation, de données, d'accompagner, de faire des systèmes intelligents avec de l'intelligence artificielle, de faire de la stratégie, d'essayer de finalement d'intéresser les gens et de développer des nouveaux systèmes. Donc moi, dans cette équipe-là, je travaille dans tout ce qui est dans la visualisation et le data art. Donc on va voir ce que c'est le data art. Alors, juste pour vous donner pour situer le contexte, il y a à mon avis un problème fondamental avec les scientifiques de nos jours, dont je fais partie, c'est qu'il y a un problème de communication. C'est que, je ne sais pas si vous avez eu cette impression qu'il y a toujours la tour d'ivoire, le scientifique, et finalement il n'explique pas vraiment ce qu'il fait, on ne comprend rien, on lui communique mal, et du coup malheureusement ce qui se passe, c'est qu'il y a c'est mon avis, mais il y a des gens qui sont moins qualifiés, notamment qui sont très bons en réseaux sociaux, qui se permettent après de donner des grands avis, et comme ils ont beaucoup de followers, on les suit, on fait des articles un peu bidons après derrière. Et donc un des problèmes de ça, c'est que les gens qui seraient un peu plus modérés et qui pourraient expliquer techniquement ce qui se passe, n'ont pas leur voix en fait. Et donc, j'aime bien dans ce graphique qu'on voit ici, on voit que en fait, dans les demandes, quand on veut postuler pour faire un job qui touche à la donnée, donc à l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est data science,
on voit que la plupart du temps, on leur demande, plus souvent que dans les autres métiers, d'avoir des soft skills, notamment le fait de savoir communiquer, donc par écrit, ou de faire le teamwork, donc d'être bon en équipe, d'être créatif. Créatif dans le sens de pouvoir trouver des nouvelles solutions. C'est assez intéressant de voir la différence par rapport aux autres jobs. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a deux cas de figure. Soit les scientifiques sont très mauvais, c'est un point, et du coup en fait les gens à qui ils s'adressent ne comprennent rien. Et donc du coup ils sont obligés d'écrire des nouveaux jobs pour dire attendez, bon, on en prend un, mais il faut que lui sache communiquer. Et on reposte l'annonce. Ou alors, et à mon avis c'est un peu des deux, les gens qui évaluent ces scientifiques ne comprennent rien. Et donc en gros, il faut que les deux se rejoignent pour que à la fois le public en général s'intéresse un peu plus et que d'un autre côté les scientifiques fassent plus d'efforts pour essayer de connecter ces deux mondes. Est-ce que ça vous paraît cohérent jusqu'à présent? Ok. Alors moi je vais vous expliquer comment j'ai commencé. J'ai commencé quand j'étais en thèse, et donc j'étais en thèse en data science, donc vraiment ça. Et en fait, il y avait des gens qui venaient dans mon labo me demander hey, les amis, qu'est-ce que tu fais dans ta thèse? Donc moi, jeune scientifique, je me suis empressé d'aller, bien sûr, mais merci de me poser la question. Et hop, je commence à déblatérer, donc ça c'est littéralement mon tableau 5 minutes plus tard. Donc, vous voyez, imaginez En fait, je me suis rendu compte après que c'était juste une question de courtoisie. Tu vois, comme qu'est-ce que tu fais? Ah, salut. Et du coup, moi j'étais parti dans des explications vraiment avec la volonté de dire ah, mais je vais t'expliquer, mais regarde cet algorithme, là, ce qu'on fait, voilà, c'est super utile. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était voilà, que juste pour être sympa, je me suis dit il y a un meilleur moyen. Il y a un meilleur moyen de captiver les gens de sorte que ils s'intéressent, parce que c'est quand même intéressant ce qu'on fait, mais peut-être qu'il ne faut pas le présenter comme ça. Donc ça m'amène au deuxième point, où finalement j'ai fait une transition de ces algorithmes pour plein de domaines différents, à la visualisation de données. Donc la visualisation de données, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler, tout le monde a déjà vu des camemberts et des graphiques. Donc la data vise, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la communication. Le fait de pouvoir expliquer, notamment pour le journalisme. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du data journalism. Oui, non. L'idée, c'est d'écrire de meilleurs articles, et parce que c'est plus juste une histoire subjective, mais d'être basée sur des données. Donc, il y a des techniques, notamment qu'on enseigne, pour essayer de faire ça. Donc, le premier but, c'est, je vais tester mon super pointeur, yes, la communication. 2, l'exploration. Il y a un phénomène, je ne sais pas trop ce qui se passe, donc j'avais besoin de visualiser pour pouvoir après aiguiller. Notamment quand on développe des algorithmes d'intelligence artificielle, on utilise souvent des visualisations pour voir si le robot a bien appris. Donc il y a des courbes qu'on met. Donc on a besoin quand même de ces résultats pour comprendre et donc explorer le champ des possibles. Enfin, le troisième point, le plus important, développer la cognition. Donc le fait de pouvoir, ce qu'on a évoqué avant, revenir en arrière, réfléchir et du coup se rendre compte est-ce que c'est bien ou pas ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire, se poser des bonnes questions. Ça, c'est l'objectif de la data vise. Alors, donc, là, j'ai illustré un exemple avec une carte, des graphes, des barres, etc. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je suis tombé sur un papier qui est assez fondateur, donc qui est un papier de 2007, qui est assez vieux, et qui expliquait finalement les bienfaits d'ajouter un côté artistique dans la data vise. Qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter, vu que le but de la data vise, c'est d'expliquer, de transmettre de manière efficace l'information. L'art, c'est pas fait forcément pour être utile, c'est la grande question éternelle. Donc du coup, finalement, j'étais très intéressé par ce papier, d'essayer de voir est-ce qu'on peut finalement amener de l'émotion, à part donc créer des visualisations qui donneraient de l'émotion, et du coup, intéresser les gens à ce qui s'intéresse aux phénomènes scientifiques et qu'ils puissent en discuter. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé dans la partie data art, qui, elle, en priorité, vise à maximiser l'émotion. C'est un peu un langage technique, mais pour dire en gros, il faut trouver ça joli, quoi, donc c'est cool. Ça, c'est l'émotion. Ensuite, raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette image. Et du coup, enfin, parce que c'est une image qui est basée sur de la donnée, et donc qui veut dire quelque chose et qui a un côté un peu plus objectif à cette image, revenir sur développer la cognition. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc du coup, en gros, mon job chez Kino, c'est de prendre des données, écrire du code, et après transformer ces données de sorte qu'elles soient intéressantes à voir et à comprendre. J'essaie de résumer data en un slide, ce serait ça. Donc, je vais commencer par... on va parcourir plusieurs exemples, vous allez voter, comme j'ai promis. Je vais juste vous donner un exemple assez précis, juste pour vous montrer tout le process.
Et au début, on va parler de tout ce qui est un peu big data. Alors attention, je mets big en parenthèse parce que plus on évolue dans le temps, plus la technologie évolue, plus le big devient gros. Parce qu'au début, big data, c'était, j'avais 10 000 points, c'était big data. Maintenant, centaines de millions, c'est du début du big data. Donc, et je ne vais pas vous donner un ordre de grandeur si vous deviez compter, essayez de compter jusqu'à 1 milliard par exemple, sans dormir, sans manger, sans rien. Il faut 31 ans. 31 ans, juste pour atteindre 1 milliard. Et pourtant, c'est des données qu'on traite comme ça au quotidien. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, c'est une échelle qui n'est pas vraiment humaine. Donc, du coup, ça devient difficile après d'interpréter ces données. On est obligé d'agréger, de faire des raccourcis. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est finalement des vues qui sont plus ou moins exhaustives de ces jeux de données et d'essayer de les comprendre ensemble. Donc, le premier, c'est le tableau qui illustre la présentation. Et je vais vous poser la question, si vous voyez ça, voilà, à quoi ça vous fait penser, sans me le dire juste pour vous. Est-ce que c'est esthétique ou pas? Ça, c'est personnel. Vous allez pouvoir voter après. Mais surtout, voilà, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et normalement, si vous n'êtes pas bizarre, en fait, on ne peut pas savoir. C'est abstrait. Il n'y a aucun moyen de savoir, ça pourrait être n'importe quoi, ce truc-là. Et c'est ça, moi, que je cherche en priorité quand je fais une œuvre, c'est déjà de dire, tiens, ça m'intéresse, il y a des formes, bon, ok, maintenant, il faut que j'aille lire la description, il faut que je comprenne, en fait, il faut que j'aille voir, que je m'y intéresse, pour comprendre de quoi il s'agit. Et cette œuvre ici, elle est liée au montre jazz. Est-ce que vous connaissez le montre jazz? Oui? Quelques-uns. Alors, le montre jazz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des festivals de musique, pas seulement de jazz, les plus connus au monde. Alors, qui se passe à Montreux. Montreux, c'est à côté de Lausanne, donc en Suisse. Et il se trouve que l'université où je travaillais, le PFL, a un partenariat avec eux. Et le but, c'est d'essayer d'explorer leurs données, enfin de les archiver et du coup de créer des projets pour valoriser ce patrimoine. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'est les données qui sont que représente le montre jazz, donc 11 000 heures de vidéo, parce qu'il y a plusieurs caméras, 6 000 heures d'audio, 100 000 photos, et environ, alors j'essaie de vous mettre ça, c'est des terabytes, voilà, donc 2,7 pétabytes, c'est beaucoup. En fait, il y a 3 data centers qui sont connectés ensemble, refroidis par l'eau du lac. Et l'idée, c'est de ne pas perdre ces données. Avant, c'était dans un chalet, en fait, le chalet de celui qui a inventé le festival. Et ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, c'était le seul à avoir la copie du concert de Queen qui était passé en 80, et qui la mettait le soir. Il invitait des VIP. Et du coup, quelqu'un est venu et lui dit un jour, mais s'il y a le feu dans ton chalet, on a perdu 53 ans de données. Donc, il dit, ok, ouais, c'est pas faux. Donc peut-être qu'il faut qu'on commence à s'associer avec une université pour finalement digitaliser, sauvegarder ces données et les rendre publiques et accessibles. Et du coup, créer des projets pour valoriser ce patrimoine. Alors ça, c'est une petite vidéo où il y a la localisation de tous les artistes qui ont joué au montre jazz. Donc on voit qu'il y en a un peu partout. Et la couleur du point, plus c'est violet, plus il est connecté, cet artiste, en termes de similarité. Donc en fait, on a fait des algorithmes pour essayer de déterminer, en fait, en écoutant le timbre, la musique, la structure rythmique, si les chansons étaient plus ou moins similaires. Et cette carte, elle a été utilisée par des ethnomusicologues, donc qui s'intéressent à l'origine des genres musicaux et de savoir si le blues de B.B. King, par exemple, qui est un des artistes les plus connus de jazz et de blues, mais et surtout emblématique du montre jazz, a influencé lui-même d'autres artistes pour dans le reste du festival. Et je m'arrête sur Stéphane Escher de Suisse, parce que c'était le petit. Pas beaucoup d'artistes de Suisse. Non. Donc ça c'est une visualisation de. Maintenant, ça c'est une autre vidéo, on a la distribution des genres. Donc au début, là on a le jazz, et on voit que plus la courbe est épaisse, plus il y a eu de chansons de ce genre à cette année. Ça commence dans les années 50, et ça, enfin 60, et ça continue jusqu'à maintenant. Donc on voit deux choses. On voit qu'il y a de plus en plus de titres. Donc, parce qu'à chaque fois, au début le jazz c'était que 3 jours de festival, après c'était passé à une semaine, et maintenant c'est sur 2 semaines et 3 scènes, donc il y a un volume qui est plus grand. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de genres, notamment des genres type revival, qu'on invite tous les 10 ans, Kool and the Gang, pour qu'ils reviennent faire leur titre. Donc en gros, où il y a l'émergence du hip-hop par exemple, on voit. Donc le jazz, on n'est plus dans le monde, on appelle ça le jazz, mais en fait, comme vous voyez là, il y a beaucoup plus de genres que ça. Ça devient vraiment international. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous faites avec moi ce trajet, on passe de quelque chose qui était plutôt analytique, là on commence à rentrer dans le domaine de, voilà, on peut s'intéresser, c'est une forme, si je ne mets pas ma souris, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, comme tout à l'heure. Alors maintenant je vais vous parler donc, du tableau que vous avez vu tout à l'heure,
En fait, qu'est-ce que c'est? C'est des artistes du Montreux Jazz, où chaque point est un artiste, et ils sont connectés ensemble s'ils ont joué dans le même concert. C'est ce qu'on voit ici avec... ça c'est l'artiste, par exemple, B.B. King et son batteur et son bassiste à cette année-là. Et on voit que B.B. King est revenu une autre année avec un autre line-up, avec d'autres musiciens. Donc du coup, si on fait ça sur 50 ans, on peut connecter et créer cette galaxie de tous ces artistes connectés ensemble. Est-ce que c'est clair l'idée? Alors, si on zoome un peu, on voit que, en fait, ici, on a B.B. King, l'artiste qui est le plus emblématique dans cette partie des données, et chaque point qu'on voit ici est un artiste qui a joué. Donc, il y a beaucoup de lignes qui se rapprochent parce qu'on a vraiment au centre la galaxie des stars du festival, les George Duke, les Santana, etc., qui viennent chaque année, qui sont invités avec à chaque fois d'autres musiciens. Et puis il y a aussi en bordure d'autres groupes qui sont venus une fois, peuvent être très populaires. Il y a Michael Jackson qui est venu au Montreux Jazz, mais il est venu une fois avec ses musiciens qui ne sont pas revenus se mélanger avec d'autres musiciens. Donc il a dans son petit coin tranquille. Alors, je vais vous parler d'une expérience qu'on a fait, c'est très récent, c'est encore, vous pouvez aller la voir encore à Lausanne. Ce tableau, vous voyez, en fait, on l'a posé de manière, transformé de manière interactive pour ce dôme qui fait environ 6-7 mètres, on doit faire la longueur comme ça, comme un petit planétarium. Et à l'intérieur, on a une expérience créée avec mon collègue Kylian ici, où on peut finalement interagir avec ce dôme, avec ce contrôleur. C'est un téléphone qui est mis dans une boule. Et selon comment on bouge la boule, on peut explorer cette galaxie d'artistes et en cliquant, du coup, lire les concerts de l'artiste en question. Et du coup, profiter, surtout ce qui est quand même cool dans le Montreux Jazz, c'est d'écouter l'audio et la vidéo. Donc, je vais juste montrer une petite vidéo que j'ai pas le droit de vous montrer, mais je vous la montre quand même. En fait, on ne voit pas trop de à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment en 3D. Et en fait, pourquoi j'ai pas le droit? Parce que les concerts, évidemment, ils n'ont pas signé de droit, donc c'est très compliqué de montrer, de faire écouter des concerts, donc il n'y a pas de son. Mais par contre, les utilisateurs du dôme, eux, ont un casque. Donc voilà, en cliquant sur l'artiste, on charge après les différents concerts dans lesquels il a participé, et quand on clique sur le concert, on peut jouer. Il y a des... Pardon. Il y a des moments assez incroyables où il y a Sting qui joue, il refait des versions reggae, après il passe rock, etc. Et j'aurais bien voulu vous les montrer, mais j'ai pas le droit. Mais par contre, je peux vous inviter jusqu'au 13 mars, si vous passez par Lausanne, à les visiter, c'est assez cool. Voilà, donc ça c'était un exemple de ce tableau. J'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Maintenant, ça va être l'heure de pouvoir commencer à voter. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces livres, les livres dont vous êtes le héros. C'est un peu vieux, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais à l'ancienne. Voilà. À l'époque, on avait un bouquin, il fallait lire à la page 30 si je tourne la porte à gauche, ou à la page 53 si je veux retourner dans le cachot. Donc ça, c'était le concept. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Vous allez vous connecter, donc sortez vos téléphones si vous avez un téléphone ou un ordi, et on va essayer de se connecter ensemble sur ce site, donc slido.com. Vraiment, ça va vite. Et je le lance. Et après, vous mettez le code. Donc, c'est ici à gauche. Donc, quand vous êtes connecté, vous pouvez commencer à voter, et selon après donc, les questions, ça doit s'afficher en temps réel. Donc il y a vraiment, c'est pas moi qui ai bidouillé, après je vous montrerai tous les choix possibles. Et voilà. Donc on sent qu'il y a des gens, au début, alors pourquoi il y a 2 réponses? Parce que en fait, quand c'est un questionnaire, il faut qu'il y ait au minimum 2 réponses. Donc si vous êtes prêts, oui ou oui, a priori, c'est bon. Donc là, on a que 7 personnes. Je pense que motivez-vous un petit peu. Très bien. Donc, il y a quand même 15 personnes. Il y a quand même 15 personnes. On arrive. Là, c'est vraiment, on laisse un peu de temps, c'est normal, il faut qu'on puisse se connecter. Après, ça ne bougera pas. Donc, l'idée, c'est que le téléphone, il reste toujours. Enfin, quand vous allez rafraîchir, ça se rafraîchit tout seul, en fait, et les questions vont changer. Donc, il n'y a rien besoin de faire. Allez, 16. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 20? 17. Imaginez ça dans un amphi où il y a 1000 personnes. Et là, on a 300, 400. Là, c'est vraiment assez démocratique. Alors, 20. On est à 20. Je pense que là, on peut commencer. Ok? Alors, la première question va être de, si ça marche,
de choisir une forme. Donc là, si vous regardez votre téléphone, normalement, on peut voter. Et il y a, est-ce que je peux choisir le clé? Évidemment, si ça marche, on va voir le résultat en temps réel, ici. C'est pour ça que j'ai besoin d'internet et que ça marche. Voilà. Donc a priori, voilà, il y a une course entre le cercle et le triangle. Ok? Donc je vous propose que, vu que ça va pas vraiment rattraper, donc on passe par le cercle. Ok? Donc tant pis pour le carré, on ne verra jamais. C'est dommage, il faudra revenir à une autre présentation. On va passer au cercle si ça marche. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler de ce tableau-là, que vous avez choisi démocratiquement. Ok? Donc, ce tableau, je voudrais que vous, avant de vous en parler, juste que vous vous imprégniez du tableau, voilà, la forme, les couleurs, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça pourrait dire. Et du coup, comme vous ne pouvez pas savoir, je vais passer au contenu. Et en fait, ce tableau, ça va parler du boson de Higgs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de boson de Higgs? Quelques personnes, c'était la particule de Dieu, c'est un truc encore dans les médias. En gros, c'est une particule, les particules élémentaires qu'on a trouvées au CERN. C'était un truc qui a été prédit 50 ans avant et finalement on l'a trouvé expérimentalement. Et du coup, les gens qui ont Higgs et son équipe, après ont eu un prix Nobel pour avoir découvert cette particule fondamentale. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est pas simplement c'est pas des particules, c'est en fait des retweets de la rumeur en fait, autour de la découverte du boson de Higgs. Donc, tout le monde connaît Twitter. Est-ce que vous êtes sur Twitter déjà? Non? Quand même des designers qui vont être sur Twitter déjà. Bon. En fait, ce qu'on voit ici, c'est donc on a les retweets. Et en fait, il faut lire comment on peut interpréter ce tableau. En fait, on tourne comme ça autour. Et on a en haut le petit bleu, donc chaque point est un tweet. Ils sont connectés s'ils ont été retweetés dans les 5 minutes. En fait. Et ce qui est intéressant pour nous, scientifiques, c'était de comprendre en fait, la rumeur autour de la découverte de ce boson de Higgs. Parce qu'évidemment, les gens commencent à en parler avant l'annonce officielle. Parce que les scientifiques, tout contents, c'est dans la nuit, on est au CERN, on l'a trouvé, c'est génial, on est sûr avec une probabilité à plus de 99,999%. Et du coup, on commence déjà à en parler, mais l'annonce n'est pas faite. Donc il y en a qui se disent, attends, j'ai peut-être pas le droit d'en parler, peut-être que politiquement ça va pas, etc. Et on voit que la rumeur commence à avancer. Ici, c'est tellement dense, on ne voit même plus de points, finalement, ça devient presque une couleur unie. Et évidemment, après, une fois que l'annonce a été officielle, tous les médias commencent à en reparler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux bananes, ici l'Europe, et en dessous les US. Parce que vu que ça a été trouvé au CERN, c'était dans un time zone plutôt européen, donc il y a quand même des chercheurs, parce que c'est un événement qui était vraiment mondial, qui retweetent, qui en parlent. Et comme toutes les rumeurs, comme n'importe quel phénomène, comme Kardashian qui a mangé un truc sur Twitter, au bout de quelques jours, on n'en parle plus. On attend le prochain événement. Et c'est ce qui se passe un peu ici. On voit qu'il y a de moins en moins de tweets, jusqu'ici. Là, je ne sais pas si vous voyez que ça se redensifie un petit peu ici. Et en fait, c'est assez rigolo. Je sais comment ça se fait, pourquoi d'un coup ça repart un peu un tweet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un journal brésilien qui arrive un peu après la guerre. 5 jours après la guerre, on a trouvé le boson de Higgs. C'était un peu 5 jours. Et du coup, comme il y a 7 millions d'abonnés sur Twitter, qui continuent à retweeter, à relancer finalement la découverte du boson de Higgs, mais 5 jours après. Donc en fait, cette image-là, elle est esthétique, mais en fait, elle a été utilisée telle qu'elle dans un papier scientifique pour expliquer finalement l'anatomie d'une rumeur. Ok? Donc, premier exemple. On va continuer notre vote. Je reviens. Je ne vous montre pas ça, c'est dommage. Maintenant, je vais vous demander de choisir une couleur. Hop. Donc là, sur votre téléphone, vous avez le choix, normalement, 4 couleurs. Et on va voir ensemble. Résultat. Donc a priori, il y a une petite course entre bleu et vert. Et évidemment, l'idée, c'est de ne pas vous dévoiler les tableaux avant, que ce soit un choix qui soit de plus en plus aléatoire possible, où il n'y a pas vraiment d'affinité personnelle. Donc là, évidemment, vous avez fait exprès, il y a c'est le même nombre. Donc du coup, peut-être que les jaunes ou les rouges peuvent revoter, on peut éditer sa réponse et échanger. Là, il y a un peu plus de bleu. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. Alors, le bleu, je vais parler de ça. Alors, même exercice, on regarde le tableau, on imagine que ça pourrait être, ce que ça nous évoque. Et du coup, je vais vous parler, je pense que c'est un sujet qui va vous toucher. C'est Star Wars.
En tout cas, moi, ça me touche. C'est un sujet... j'ai fait de la recherche dans ma vie, mais Star Wars, c'est quelque chose... Je pense que c'est mon projet de recherche préféré. Je n'ai pas publié dessus, mais vraiment, ça m'a fait plaisir de travailler dessus, étant un fan de Star Wars. Donc, attention, Star Wars avant Disney, pour les fans américains. En fait, ce qu'on voit ici, c'est un réseau qui est basé sur Wikipédia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Wikipédia. C'est le Wikipédia de Star Wars. C'est pas une blague. Il y a 154 000 pages faites par des humains qui décrivent tout l'univers de Star Wars. Donc, les personnages, leur description comme on voit ici, les planètes, les factions, la politique. Et ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est que ça se comporte, c'est un univers qui est fictionnel. C'est le plus grand univers fictionnel qu'on a jamais créé. Mais en même temps, il est facile d'accès et il est gratuit. Gratuit dans le sens où on ne fait pas du business avec. Et l'idée, en fait, pour nous, c'est que quand on peut développer des algorithmes qui travaillent sur un contenu qui est facile à lire, puisqu'il est en anglais, il est normé, etc., on peut après développer et appliquer les mêmes méthodes pour réexplorer notre propre histoire. Notamment, je ne sais pas si vous aviez entendu le projet qui s'appelait le Venice Time Machine, où l'idée c'était de pouvoir réexplorer l'histoire de Venise, 1000 ans d'histoire, avec des techniques comme ça. Le problème de Venise, c'est qu'on a des manuscrits qui sont en latin, en italien, etc., et que des fois le simple fait de les lire les détruit. Donc il y a beaucoup d'ingénierie et de recherche pour arriver à les scanner, essayer de comprendre, et après du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des manuscrits en latin, super, qu'est-ce qu'on fait? Personne parle latin. Donc du coup, on est obligé, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Amazon Mechanical Turk, donc c'est un site de crowdsourcing d'Amazon. On envoie le manuscrit, on demande à des gens qui viennent beaucoup d'Asie de deviner qu'est-ce que c'est chaque lettre. Donc ils écrivent ça, je pense que c'est un R, donc ils ne connaissent même pas la langue, hein, ils ont juste un tableau avec un clavier AZERTY à côté, puis ils essaient de matcher les lettres. Et du coup, on en prend 100, on prend la moyenne et on dit ok, bah, le manuscrit c'est la somme des 100 personnes qui ont déchiffré ce truc-là, et donc du coup, de manière digitale, ça doit donner ça. Donc c'est pas très robuste. Et une fois qu'on a le manuscrit donc, digitalisé, on n'a toujours pas compris ce que ça veut dire, puisque personne parle latin pour faire ça. Donc c'est plus facile de travailler sur des exemples en anglais, et du coup de développer comme des techniques qui nous aident, et plus l'intelligence artificielle s'améliore, plus on arrivera à lire des langues qu'on connaît. Okay. Et du coup, si on revient sur notre tableau, chaque point est un personnage, et ils sont connectés s'ils co-apparaissent dans la biographie. Donc, ça veut dire qu'ils ont interagi entre eux dans leur existence. Et donc on retrouve nos personnages les plus, on ne voit pas très bien ici, mais au centre avec Luke, Darth Vader, que vous connaissez tous, l'empereur Palpatine. Voilà. Il y a, dans ce réseau-là, c'était en 2015-2016, il y avait déjà 20 000 personnages. Donc avec les nouveaux... attention, quand je parle de Star Wars ici, c'est l'univers étendu. Donc c'est les films, les livres, les jeux vidéo, tout ce qui est autour de l'univers de Star Wars. Et juste après ça, Disney a racheté Lucasfilm et a dit que tout ça, en fait, c'était plus canon. Donc ça rentre plus dans ce qu'on appelle Star Wars. Dans le sens biblique, c'est plus canon. Et du coup, il reste beaucoup moins de personnages, parce que tous les livres qui ont été écrits depuis 40 ans, finalement, en fait, on s'en fout. Donc, mais les vrais fans considèrent toujours que l'univers étendu, c'est le vrai Star Wars, et que ce qu'a fait Disney après, ça c'est mon côté fan. Du coup, maintenant je voudrais vous poser encore une question. Mais cette fois, avant de vous demander le choix, je voudrais qu'on change de sujet, qu'on est passé du côté Big Data où on voit un petit peu vraiment où chaque point représente la donnée. Maintenant, des expériences qui sont plutôt attrait à l'intelligence artificielle, dont on a parlé amplement avant. Là, il y a un peu plus léger, hein, il y a moins de questions éthiques, mais par contre, je pense que c'est le propre de l'art, ça nous interroge quand même sur finalement toutes les questions dont vous avez parlé juste avant. Donc, juste, je pense que vous connaissez, il y a des apps qui font ça. Le style transfer, l'idée c'est de dire j'ai une photo, j'ai un style d'un artiste, n'importe quelle image, j'arrive à restyliser, donc de finalement faire comme si l'artiste avait peint ma tête, n'importe quelle image. Est-ce que vous avez une de ces apps Oui. Dans Instagram, je pense qu'ils font des filtres comme ça commence à arriver. Donc, ça c'est un truc ça a apparu il y a un peu moins de, on va dire 3-4 ans, où c'est vraiment devenu à la mode, et maintenant on arrive à vraiment avoir de la technologie qui est vraiment assez impressionnante. J'espère que vous allez voir. Donc c'est une des techniques pour faire ça, c'est d'utiliser des GAN, donc des réseaux qui se battent les uns les autres. En gros, il y en a un qui essaie de générer des fausses images de l'artiste, donc de type Van Gogh, et l'autre lui dit attends, est-ce que vraiment c'est un Van Gogh ou est-ce que tu es en train de me rouler? Et au bout d'un moment, ils arrivent à converger, et c'est là qu'on a appris le style d'un artiste. On va faire ça. Et je vais vous montrer une petite vidéo
pour vous montrer ce qu'on peut faire. Là, c'est un qui danse ici. Pas trop. Non. Donc là, on a une vidéo de salsa et qui est stylisée avec Van Gogh. Alors la résolution est un peu mieux quand on la regarde en haute résolution. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait imaginer ce qu'aurait donné Van Gogh s'il n'avait pas fait ce tableau dans un asile d'un couvent, mais il aurait pu faire ça. Donc, juste pour vous montrer l'étendue des possibilités et surtout de vous montrer que c'est bien la salsa. Du coup, peut-être que vous avez vu cet exemple qui est vraiment passé partout dans les médias où on peut générer des visages, comme celui-là, de quelqu'un qui n'existe pas du tout. Donc ça, c'est fait par une machine, et ça, c'est les nouveaux algos qui sont sortis donc fin décembre 2019. Et le résultat, il est parfait. Donc, on arrive déjà en 2019, imaginez dans 10 ans ce qu'on va pouvoir faire. Donc le problème de ça, c'est que ça peut faire peur. On est d'accord, c'est que là, on dit, mais alors du coup, les deepfakes, je peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, oui. Donc le seul moyen finalement de contrer ça, c'est déjà de s'y intéresser, et de ne pas se laisser influencer et de ne pas croire tout ce qu'on dit. Ça, c'est mon petit conseil, parce que ça devient vraiment facile de pouvoir modifier ce qu'on dit. Et si je veux vous faire un petit peu plus peur, donc du coup, aucune preuve ne sera admissible bientôt dans les trucs, puisque vous ne pourrez faire n'importe quelle vidéo. Donc, ah mais j'y étais pas, ah mais si, on nous voit en vidéo, alors qu'est-ce qu'on fait? Là, on pourra dire à l'inverse, bah du coup, non, j'y étais pas, c'est pas moi, deepfake. Ah non, donc, ça va être compliqué. Donc il y a des technologies blockchain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on va essayer de valider si la vidéo elle est bien valide et qu'elle a vraiment été faite ou si elle a été altérée. Il y a aussi des scientifiques qui travaillent pour contrer ça et du coup faire des nouveaux algos qui essaient de déterminer si oui ou non cette image elle est vraie. Évidemment, c'est un jeu du chat à la souris. J'ai un nouveau truc qui me dit ah non, ça c'est faux, j'en fais un nouveau et ça ne s'attrape jamais. Donc le seul moyen, et c'est l'intérêt du data, c'est d'essayer d'intéresser et qu'on s'intéresse à ça pour qu'on ne se fasse pas avoir. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi détourner ces algos-là pour faire quelque chose qui est un peu plus artistique et du coup qui nous donne moins envie d'avoir peur. Je vais juste vous montrer ça, c'est un exemple que j'ai fait qui permet de synthétiser des visages maintenant en façon dessinée. Et du coup, avec aussi les animer un petit peu, ça avec un autre logiciel. Et du coup, ces images-là sont fausses complètement. Et c'est super intéressant pour tout ce qui est les domaines des effets spéciaux et beaucoup les artistes, puisqu'on va pouvoir générer des personas, on fait du design, vous savez bien ce que c'est, on va pouvoir générer des avatars, des jeux vidéo, on peut imaginer dans le futur que je suis un acteur et je prête ma voix et mon visage, je me fais scanner, et puis après je joue dans 10 films en même temps, puisque c'est plus vraiment moi qui joue, et je suis animé comme un robot, finalement. Donc, je suis sûr qu'il y aura des gens qui se font de l'argent parce qu'ils sont très beaux. Et pour Hollywood, ils ont une bonne diction, puis en fait, ils pourront jouer dans plein de films. Ça sera comme un bonhomme qu'on met dans un jeu vidéo, et en fait, ça fera un film à la fin. Ça, c'est le futur de ça. Maintenant, c'est l'heure du choix. Et du coup, je vais vous poser une question fondamentale et vraiment importante. Est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat? Et je pense que là, il va y avoir une dissension il va y avoir quelque chose dans la salle, donc on peut regarder tout de suite les résultats. Il va y avoir deux catégories de personnes. On va voir si... Voilà. Donc, je ne sais pas si ça dépend de la population. On est quand même pas mal sur le chat. C'est intéressant parce que c'est la première fois, juste pour vous donner un contexte, c'est la première fois que je donne cette présentation sous ce format-là, interactif. Et évidemment, les résultats que vous donnez, après, on peut les analyser, on peut refaire un tableau de l'autre côté. Et du coup, je pense que selon les populations, ce serait intéressant de voir si c'est toujours la même distribution ou si ça devient vraiment aléatoire, les chats et les chiens. Donc a priori, là, on est sur du chat de manière significative, donc je vous propose de passer au chat. Et donc on revient au Sahel Transfer. Donc ça, c'est des tableaux que vous connaissez sûrement, Kandinsky, Miro. En haut à gauche, vous ne connaissez pas, puis c'est moi qui l'ai fait. Et on est juste pour vous présenter, ça c'est mes chats, enfin, c'est les chats de mes parents, précisément. Et du coup, c'est des bons sujets, parce qu'on a testé plein d'images pour vérifier en fait, quelle image de base marchait bien pour du transfert de style. Et il se trouve que c'était des bons sujets, parce qu'il y a déjà le fond est noir, il y a un sujet en premier plan, un sujet en arrière-plan, et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des trucs assez intéressants. Notamment, l'idée c'est que quand on fait un tableau qui est basé sur des données comme celui-là, ici qui est basé sur des publications scientifiques, je ne vous détaille pas forcément le contenu du tableau, il fallait choisir le jaune. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette œuvre qui a été faite avec des données, maintenant elle sert de texture et de style pour une autre image. Donc on arrive à incruster des données dans une image qui n'en avait pas.
Donc du coup, on peut raconter des histoires qui sont super intéressantes, notamment une application qu'on a développée chez Equino, c'est qu'on pourrait faire un photobooth. Imaginez que vous avez un événement, on a une image qui représente l'événement, et du coup, à la fin de l'événement, je suis dans un musée par exemple, à la fin, du coup, je peux repartir avec un selfie qui est stylisé dans le style du musée. Et donc du coup, qui a des données, du coup, comme c'est une image qui est personnelle, mais qu'en même temps qui a du sens, je m'en rappelle mieux, et je peux en parler. Le concept de que ce soit viral, et du coup tweeter. D'ailleurs, si vous avez un Twitter, c'est bon. Donc, les chats. Les chiens, tant pis. Alors maintenant, un autre choix. Est-ce que vous êtes plutôt du côté obscur ou pas? C'est pas lié à Star Wars, je vous préviens. Là, on est du côté plutôt toujours IA. Et on va voir les résultats. Voilà. Moi, je sais, j'ai influencé. Je connais le biais, j'ai dit du côté obscur, donc du coup, peut-être que c'est resté. C'est comme les mentalistes, vous savez, ils font deviner des choses. Là, je vous influence pas, vous pouvez voter pour l'autre, vous pouvez changer votre choix, il n'y a pas de problème. Bon, a priori, on est plutôt dark, hein, c'est peut-être la salle, évidence. Donc, j'avais parlé de. Avant de vous parler, de vous montrer le tableau, je voulais que vous imaginiez maintenant si on pouvait avoir donc, un réseau de neurones qui génère des images, et si on lui demandait de mélanger tous ces ingrédients-là avec ces proportions-là. Donc, dedans, j'ai du volcan, j'ai un corail, j'ai une perruque, j'ai des Alpes, j'ai une prison. Donc, je voudrais que vous imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et si vous trouvez, vous êtes vraiment fort, c'est impossible de savoir, mais je trouve que l'exercice est intéressant. Ça, c'est la distribution. C'est comme ça que l'image a été créée, avec telle proportion. Et maintenant, je vous propose de voir le résultat, qui fait un peu dark. Donc, je remonte juste. Est-ce qu'on retrouve les Alpes? Alors, comment ça marche? Quand il dit les Alpes, en fait, il voit des montagnes, et donc du coup, peut-être que la forme en haut, elle est liée à une montagne. Ensuite, ici, il y a sur le bras, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. La perruque, par exemple, donne souvent une forme un peu plus arrondie, comme les boules de bowling aussi. Parce que le réseau de neurones, c'est pas un humain, il comprend rien. En fait, il comprend juste des formes, et il a associé ces formes à des labels que nous, on a mis. Donc, en trichant et en pouvoir combinant un peu dans tous les sens, on peut générer des formes qui sont la plus proches du domaine de l'art que du domaine des big data. Alors, une autre question. Je ne sais pas si vous connaissez la photographie macro ou plutôt microscopique. Ça devient... On est à 16, 50-50, ça commence à vote un peu. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à 20, 22? Ouais, ok. Donc là, on est macro. Ok, macro. Très bien. Même exercice. On s'imagine, là, il y a de la machine à coudre, il y a une cuirasse, 10%. Il y a du jellyfish, donc c'est des méduses. Il y a du 30% de trucs pour attraper les moustiques de filet. 50% de masque. Alors on peut cumuler plusieurs choses, hein. On peut même soustraire, finalement enlever de l'image ce que le réseau de neurones pense être telle ou telle forme. À quoi ça vous fait penser maintenant? Ça c'est le côté macro, je ne sais pas si vous voyez dans les appareils photo où on arrive très près et on essaie de zoomer. Et en fait, on pourrait dire que c'est une espèce de un truc un peu alien, un mix entre à la fois un insecte et un côté un peu plante. Je ne sais pas si ça vous dit, ça c'est ce que ça m'évoque moi quand je vois ça. Et encore une fois, en regardant les résultats, enfin les constituants essentiels, en fait, on ne pouvait pas reconnaître. Donc du coup, c'est là le côté assez créatif pour parler d'IA. Je voudrais finir cette présentation par un dernier sujet, pour encore voter, qui est tout ce qui est quand on peut parler des maths. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas bons en maths à l'école? Ou qui ont été traumatisés par les maths avec leurs profs? Ou qui disent que les maths ne servent à rien? Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Okay. Parce qu'il y a un problème de communication autour des maths, c'est super utile et on peut faire des choses très belles avec. Et du coup, je voudrais essayer de vous présenter une autre façon de parler des maths et du coup de tout ce qui est réseau neuronal. Vous avez probablement entendu parler des fractales. C'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 90. Ici à droite, on a une fractale de Mandelbrot, qui est un peu le pape des fractales, qui a défini plus ou moins. Au début, il avait une définition qui était très précise, et à la fin de sa vie, il a trouvé une phrase qui était un peu plus générale. Une fractale, c'est
une forme qui est faite de différentes parties qui sont similaires, plus ou moins, à la forme en total. Ça fait un peu mal aux yeux. Juste pour vous montrer, ça c'est une fonction de maths en fait, et qu'à chaque fois on zoome dedans, et plus on zoome, plus on révèle un univers. Il y a des vidéos sur YouTube de 10 heures de zoom comme ça, à cette vitesse, et il n'y a jamais une forme qui se répète. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant les fractales, il ne faut pas oublier qu'elles sont vraiment présentes partout dans la nature. Dans les feuilles ici, dans les cristaux, dans l'ADN, dans les flocons de neige, dans le rythme cardiaque. Les fractales, on a vraiment dans le sable, il y a vraiment partout autour de nous. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'avènement de la technologie, c'est qu'on peut finalement créer des formes qui sont un peu plus complexes et qui sont toujours des maths. Donc je vais demander, pardon, je vous active le truc, de pouvoir voter. Est-ce que vous préférez être plutôt organique ou plutôt synthétique? Voilà. Tout ce qu'on a parlé, j'aurais dit quand même, j'aurais dit synthétique. Donc voilà, okay. Je pense que les résultats sont assez clairs. Alors ça c'est assez récent. À quoi ça vous fait penser si je dis ça? Coronavirus, ça vous dit quelque chose? Alors ça a été fait un peu avant, genre une semaine avant que j'ai été inscrit. Et en fait ce qui est intéressant c'est que des maths. En fait. Là ce que vous voyez, alors c'est pas de la data dans le sens où il n'y a pas de data qui a paramétré la forme, et je vais vous montrer après il y a un cas qui le fait. Mais par contre, tout ce qu'on voit ici, c'est très régulier. Donc, je ne sais pas si vous voyez ces formes qui se répètent un petit peu à l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des maths, on peut finalement régénérer n'importe quelle forme, qu'elle soit très organique ou très artificielle et synthétique, ce qu'on ne verra jamais. Juste un autre exemple de ça, c'est une autre fractale, cette fois qui est en 3D, mais avec un rendu qui est presque, j'allais dire, sablonneux. Je ne sais pas si vous voyez ça, ça fait penser, on a discuté dans mon labo, c'était plutôt la momie. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai cette impression. Et ça, c'est encore une fois que des maths. Donc, la prochaine fois que vous dites ah, les maths, c'est nul, machin, pensez qu'on peut faire quand même des belles choses avec et que c'est un truc qu'on utilise vraiment tout le temps en fait, dans tous les algos d'intelligence artificielle, c'est que des maths. Alors, du coup, là, je vais montrer une fractale, cette fois qui a été paramétrée par des données. Et en fait, cette fractale, elle suit le mouvement de la marée. Donc cette fois, il y a vraiment des données. Le mouvement ici, en fait, la caméra suit la marée et la forme au centre qui grandit, en fait, elle grandit en suivant la montée des eaux, basée sur des données de la NASA. Et en fait, donc, plus le réchauffement climatique arrive, la glace fond, les eaux montent, et du coup, la forme grandit. Donc là, l'image elle-même est faite de maths et l'animation, elle est faite de données. Juste pour vous montrer de ce côté un peu méta, on peut aller loin dedans. Et du coup, je trouve ça très intéressant pour parler de sujets, vous me donnerez votre avis après, qui sont le réchauffement climatique, au lieu de montrer des courbes qui alarment, etc. On peut aussi peut-être toucher et parler du sujet un petit peu autrement. C'est l'objectif de ma démarche dans cette loi. Alors maintenant, pour finir, comme je vous ai promis qu'on finirait bientôt la présentation, je vais vous poser d'autres questions. Et en fait, c'est un petit questionnaire, donc c'est un peu comme la même chose. On ne va pas regarder les réponses, ça ne va pas être interactif, c'est juste de dire, imaginez maintenant que vous pourriez créer vous-même des œuvres de data. On crée des données toute la journée. Quand on se déplace, quand on se connecte au Wi-Fi, quand on poste, quand on like sur quelque chose sur Instagram. Est-ce que ce serait intéressant, d'après vous, de pouvoir, finalement, qu'est-ce qui vous plairait comme sujet? Est-ce que vous aimeriez vous-même, vous faites du design, être acteur et du coup mettre en scène vous-même des données que soit vous créez, soit un sujet qui vous tiendrait à cœur? Et du coup, c'est tout l'objectif de ce petit questionnaire que vous pouvez répondre après la présentation. Et juste pour vous montrer, on n'a pas pu parler de tout parce qu'on a dû choisir et brancher sur plusieurs sujets. On aurait pu parler de tout ça, il y en a plein d'autres. Et à chaque fois, c'est une histoire différente avec d'autres données, etc. J'espère que le contenu et en fait le format de la présentation vous a plu. Comme je l'ai dit, pour moi c'est une première, le fait de pouvoir interagir en live avec l'audience. Et je voudrais finir par cette citation de Georges Braque que vous connaissez peut-être en français. Il dit l'art trouble, la science rassure. Donc je pense que là on a un peu voilà, mélangé les deux, l'art et la science. Et du coup j'espère que ça va vous inspirer dans vos propres sujets. Merci beaucoup.
On va prendre donc le temps des questions. Donc, qui se lance? Vous êtes en train de voter, ils sont en train de répondre. Et du coup, vous pouvez répondre après, j'arrête pas, promis. Question. Je sens une petite question là. Alors, moi je peux vous poser. Allez-y. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a 15 000 différents. Ça dépend de quoi. La plupart des choses que je fais, déjà, le traitement de données, il est fait en Python. Donc, pour vraiment, c'est le meilleur langage pour tout ce qui est traitement de données. Après, pour la réalisation graphique, il y a Processing, il y a Houdini, je ne sais pas si vous connaissez en design. Tout ce qui est, en fait, c'est un logiciel qu'on utilise dans tous les effets spéciaux, tout ce qui est à Hollywood, c'est fait avec ça. Il y a des logiciels dédiés, notamment pour la database comme D3, la librairie, qui est en JavaScript par exemple. Ça dépend vraiment des sujets. Pour les fractales, non. Les fractales, il y a un logiciel dédié. Vous pouvez utiliser JWildFire, qui est gratuit. Par contre, il faut un temps d'apprentissage non négligeable. Je ne comprends rien, mais c'est intéressant. Voilà. Oui. Comment ça vous est venu cette envie de travailler des données visuelles? Alors, c'était au début de la présentation. Quand les gens me demandaient, en fait, moi j'ai toujours, en vrai, j'ajoute une autre histoire. Moi j'ai toujours fait de l'art digital quand j'étais plus jeune. Mon père étant musicien, producteur, on a toujours quand même baigné un peu dans le côté créatif. Sauf que je voulais vraiment faire de l'informatique. C'était vraiment mon truc quand j'avais 12 ans, c'était mon objectif. Et j'ai commencé assez jeune à coder vers 15 ans. 14-15 ans. Et du coup, j'ai perdu un peu ce côté créatif que je faisais avant. Et en fait, c'était très intéressant pour moi de renouveler, de retrouver ce côté-là en thèse. Quand les gens me demandaient, ils disaient, mais en fait, ça c'est assez joli, finalement c'est assez esthétique, ça m'attire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mélanger deux passions en fait, et de renouer avec ça? Et du coup, c'est là que je me suis intéressé à la littérature et que j'étais pas le seul. Donc en fait, ça faisait déjà longtemps que les gens s'intéressaient à ça, dans la data vis. Et aussi dans le data art, qui est pas encore super répandu, mais qui arrive. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'atelier de lumière par exemple, je ne sais pas si vous voyez, où là, pas Klimt, mais il y a eu une petite exposition pendant une semaine où là il y avait des choses qui se rapprochent de la donnée, il y a des expériences créatives qu'on fait, artistes et robots par exemple au Grand Palais. Donc ça arrive en fait. Ça arrive. Et il y a tous les artistes de tout temps ont toujours été, d'une certaine façon, détourner les procédés scientifiques pour en faire quelque chose de plus intéressant. Et c'est là, en tout cas, pour communiquer de manière plus intéressante. Et c'est vraiment l'objectif ici, c'est de voir, vous pouvez me dire honnêtement, est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce qu'on a envie d'en savoir plus en fait dans les sujets quand on voit quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il aurait fallu que je montre les maths d'abord? Parce qu'en fait, le problème de l'intelligence artificielle, il est un peu là aussi. C'est que c'est très technique, mais si on ne montre pas des applications créatives, peut-être qu'on ne s'intéresse pas forcément. Alors il y a la voiture autonome, où il y a une application pratique, mais moi je pense que c'est juste un moyen, il ne faut pas oublier la science derrière, pour qu'on s'y intéresse et que du coup on développe notre cognition et qu'on ait moins peur, qu'on arrive à comprendre les enjeux. C'est exactement le but de la présentation, d'avant d'expliquer les questions éthiques, qu'est-ce qui peut marcher, où elles sont les limites. Et ça c'est juste un moyen finalement d'attirer, de faire de la communication scientifique. Et du coup, si tout le monde, j'espère, beaucoup de scientifiques en fait, appliquaient cette démarche, il y aurait à mon avis moins de décalage entre les scientifiques et le reste du public et on comprend rien ce qu'ils font. Enfin, c'est ça, c'est en tout cas l'objectif affiché. Oui. J'avais vu à un moment donné une image qui avait été beaucoup partagée, la légende c'était nommer une chose de cette image et en fait c'était, comment expliquer, c'était que des textures et des formes qu'on connaît, mais en fait c'était impossible de nommer un objet ou quelque chose de l'image, c'est-à-dire que l'image, c'était pas du tout une image choquante ou incompréhensible. Je pense que si on revient en arrière, il y en a où vous n'avez pas voté pour le chien, c'est dommage. Mais peut-être vous montrer, vous êtes gentil. Moi j'ai voté pour le chien. Ah bon, ok, alors si on a voté pour le chien, je ne sais pas si je peux revenir. Juste pour vous montrer qu'il y en avait d'autres, et que c'était pas du flan. Le chien, voilà. Alors, ce chien, en fait, c'est pas vraiment un chien.
là on arrive à le reconnaître. Mais il y a des formes où là on est vraiment, je ne sais pas si vous voyez ici, où il y a des choses, je ne sais pas si on peut vraiment nommer. Et là on peut aller beaucoup plus abstrait en fait. Où là en fait tout paraît familier, mais quand on regarde plus précisément, il n'y a plus rien ça ne veut rien dire. Et je pense que c'est peut-être quelque chose comme ça. Oui, c'est ça la beauté des GAN, de pouvoir générer des choses. C'est que ça paraît familier, mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça, c'est pourquoi? Parce que le réseau de neurones, lui, s'en fout. Lui, il a juste compris les caractéristiques intrinsèques des images, et il les recombine de toutes les façons possibles. Donc il n'a pas de notion de vraiment. En fait, il ne reconnaît pas vraiment ce que c'est qu'un chien. Lui, c'est juste, on lui a mis un label que ça, c'est un chien, mais ça, par contre, ses oreilles, c'est pas un chien. Du coup, il peut les recombiner comme il veut. Ça, c'est un trait de poisson. Je ne sais pas si vous voyez le poisson en même temps que le chien. Mais de manière paradoxale, je trouve que ce genre d'images font moins peur que les images parfaites. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a alors que c'est une erreur et que c'est un truc horrible, enfin, c'est un peu monstrueux. Je trouve que dans ça, on voit mieux ce que ça paraît moins avancé que ce que c'est pas si bien finalement. C'est ça, cette sensation en fait. Ou en tout cas, on comprend comment ça a été fait, alors qu'à la fin, parfois, quand c'est parfait, on se dit wow, c'est trop bizarre. C'est l'intérêt aussi de montrer des progressivement ça, mais effectivement, si je revenais au GAN, à la génération de visage là, ça fait un peu plus peur, parce qu'on se dit, mais c'est pareil, moi je peux même pas j'ai peur parce que finalement la machine elle fait pareil que moi, j'arrive plus à savoir si c'est vrai ou pas, alors que là, finalement c'est un mix, je reconnais que non, ça n'existe pas vraiment, donc forcément ça doit être généré par une machine. Mais du coup, même ça, à terme, ça fait pas peur. Si on comprend comment c'est fait, comment ça a été, qu'en fait c'est que des maths et que ça génère des formes parce que ça a appris sur beaucoup de données et que si j'avais donné d'autres données sur générer des chiens, c'est la même chose, c'est le même algorithme. Et du coup, c'est un moyen finalement que vous vous intéressiez à ça. Mais effectivement, s'il n'y avait que ça, et que montrait que des exemples de deepfake, ce que j'ai pas voulu faire volontairement, ça fait un peu peur. Ouais, moi j'allais dire, j'adore Sciences et Arts, c'est un bon sujet évidemment, et très souvent quand je montre des images aux étudiants, j'ai une image prise par un microscope à des échelles inférieures à la longueur d'onde de la lumière visible, donc c'est pas de l'optique. En fait, quand on la colore, cette image en rouge, ça ressemble à des champignons nucléaires. Vous voyez, tout le monde a peur, c'est pas sympa votre image. Et puis je change de couleur, je mets du vert et ça commence à ressembler à des brocolis. Et là, tout le monde dit, mais écoutez, vous êtes un type dangereux, vous manipulez complètement notre impression avec des couleurs qui en plus ne sont pas dans les données du tout. Donc j'ai un peu l'habitude de me faire traiter de quelqu'un de dangereux pour ces manipulations d'images qui ne sont pas dans les données. Alors, sans parler de deepfakes, évidemment là on est très dangereux et vous êtes quelqu'un de très dangereux avec les deepfakes, ça c'est clair que les deepfakes, il y a tout le problème. Mais est-ce que juste le fait d'ajouter des couches donc, qui ne sont pas nécessairement dans les données, comme les couleurs, d'accord? Les couleurs ne sont pas dans les données. Est-ce que vous avez déjà vu des effets donc, induits par ces couches qui ne sont pas dans les données? Est-ce que vous savez séparer ces effets purement artistiques, donc de l'effet plutôt épistémique, de l'effet fondé sur les données? Et dans quelle mesure tout cela vous donne vraiment des instruments de manipulation que vous pouvez vraiment utiliser comme des instruments de manipulation? Alors, sur manipulation positive. Oui. Okay. Moi, je serais le premier à dire je veux faire de la manipulation avec les couleurs. Voilà, alors déjà dans les couleurs, dans les tableaux donc, du départ, toutes les couleurs veulent dire quelque chose, dans le sens où en fait, si les objets ont la même couleur, c'est qu'ils ont une propriété qui est similaire. Notamment, quand on a vu au début, alors pour revenir au début, c'est un peu galère, mais les artistes, voilà ça, ici, ce que j'ai pas dit, c'est que tous les bleus, c'est le côté lumineux de la force, tous les rouges, le côté obscur. Donc là, les couleurs représentent, c'est pas juste, il n'y a pas qu'un choix. Évidemment, on peut choisir le bleu, le rouge. Par contre, là, s'ils ont la même couleur, c'est qu'ils ont la même propriété statistique. Donc il n'y a pas de, je triche pas forcément avec les couleurs. Par contre, le fait d'avoir choisi bleu et pas vert ou rouge et pas orange, ça a une vraie influence. Et on a fait un test en interne où j'avais un tableau et en fait, c'était un tableau sur l'économie. Et on s'est dit, tiens, l'économie, à quelle couleur c'est l'économie?
Mais là, c'est une question qui est un peu bizarre. Est-ce que l'économie, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est le dollar, est-ce que c'est de l'or? Et du coup, selon que le tableau, finalement, on changeait la couleur de palette en plutôt bleu, en fait, on regardait le tableau, ça ne faisait pas du tout penser à l'économie. Et évidemment, les couleurs froides ou chaudes ont une vraie influence sur la perception. Donc moi, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a le fait de... les couleurs, si elles sont différentes, c'est qu'elles veulent dire quelque chose de différent. Par contre, la palette de couleurs, là, c'est un instrument qu'on peut utiliser. Et c'est une très bonne question parce qu'on est aussi en train de créer une étude en fait, sur l'impact du data art sur les gens. Donc je vous invite, si vous allez sur mon site, en fait, vous pouvez après remplir vous-même et juger par vous-même. Donc il y a des tableaux comme ça, on vous demande avec et sans la description, à quoi ça vous fait penser, et du coup, collecter un peu des avis comme ça. Mais je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à la manipulation. L'idée, c'est vraiment que les gens s'intéressent. Donc tous les stratagèmes sont bons à partir du moment où on ne triche pas. Et là, on revient au côté éthique et moral que vous avez évoqué, de dire, en tant que scientifique, c'est un peu ma responsabilité. Si on commence à faire n'importe quoi, c'est pas étonnant après que les gens aient peur. Je n'étais pas du tout en train de dire que vous trichez, c'est pas une histoire de tricher, c'est en fait l'histoire de conditionner la perception par cet effet spontané des couleurs avant que la personne ne puisse réfléchir de façon épistémique sur le sens des données, la signification. Sa perception sera cadrée par les couleurs spontanément. Du coup, au lieu de présenter les données, en fait, on crée une première impression spontanée par les couleurs et la perception sera conditionnée par ça, beaucoup plus que par les données elles-mêmes. Donc là, voilà, est-ce qu'on peut contourner cet effet ou pas? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Alors, que faire avec tout ça? Ça, c'est la différence vraiment entre la data vise, où là, l'idée, c'est d'être le plus efficace dans la transmission de l'information. Donc, il y a des palettes de couleurs qu'on utilise. Ceci dit, j'utilise un peu les mêmes, en fait. C'est des palettes qui sont... en gros, on a la perception linéaire de la luminance, par exemple, pour pas qu'il y ait des artefacts, c'est un peu technique. Mais là, le but du data art, c'est pas exactement ça, puisque le but du data art, c'est de générer d'abord l'émotion, toutes les méthodes sont bonnes. Mais par contre, effectivement, c'est pour ça que je sépare les deux et que l'un doit toujours être en complément de l'autre. C'est-à-dire qu'on commence par ça, et à côté, on a les détails, la data vise, où on comprend, il n'y a pas d'être le plus transparent et clair possible. Mais là, c'est vraiment dire, j'attire l'attention, j'ai envie de parler de ce sujet, ah, ça m'intéresse, je vais m'approcher, je vais lire, c'est pas mal, ça m'intéresse, je vais aller chercher sur Internet après. Donc, je pense que voilà, ça c'est vraiment appliqué à la data vise et la data. Du coup, vu que c'est annoncé clairement que le but c'est finalement la manipulation positive pour générer de l'émotion, je pense que voilà.